Ah ouais, faut qu'on fasse un clap, vas-y. Ah, c'est ça. C'est la première fois qu'on fait ça à vous. Genre, on sait pas du tout ça. C'est professionnel de ouf. Grâce à la société, un petit truc. Un petit clap. Ouais. En plus, oui. J'ai envie d'acheter un prompteur d'ailleurs. Bref, on a rien. Ah oui, c'est le truc pour lire. Ouais, c'est ça. Comme ça, tu regardes pas. Bref. Bonjour à tous et bienvenue sur le Hormescast. Alors toi, tu vas vite descendre de mes genoux. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve avec Brieux et Sid. Donc, je te laisse te présenter, Sid, parce que Brieux, on l'a vu la dernière fois. Ouais. D'ailleurs, vous reverrez plus souvent Brieux parce qu'on a bien kiffé faire le dernier podcast ensemble. Et vous aussi, vous avez bien kiffé. Donc, voilà. Sid. Du coup, moi, c'est Sidouane. Ça fait maintenant quelques années que je fais de la FA. Et je suis en 5e année d'ostéo. Et voilà, globalement, ce qui est du personnage. Et tu veux dire pourquoi je suis là ou Vas-y, présente un peu le projet, ouais. Et du coup, je suis sur le podcast aujourd'hui parce que mon mémoire pour valider mon diplôme porte sur la force athlétique et notamment comment les coachs et les ostéos peuvent gérer les douleurs des athlètes. Donc c'est pour ça on va échanger là-dessus et voir comment eux ils font et après on va pouvoir échanger là-dessus. Alors dans un premier temps, j'aimerais savoir ton diplôme et les études que tu as fait pour arriver à devenir coach. Depuis combien de temps tu es coach et combien d'athlètes tu suis et que tu as suivi et leur niveau à peu près moyen. Je te répondrai une à une, donc je vais te laisser me répondre parce que j'oublie directement instant. Donc... Vas-y, je te réponds. Pour la première question par rapport à mes études, donc moi j'ai arrêté après la maternelle, non pas du tout. J'ai fait le lycée, etc. J'ai eu mon bac et suite au bac, j'ai pris une année tranquille pour me poser des questions de ce que je voulais faire dans ma vie. Et après j'ai fait un BPGEPS AF. Donc le diplôme le plus facilement accessible et fait par les coachs en règle générale. Donc non pas pour avoir des connaissances en plus, mais vraiment pour la carte pro, tu vois. Ouais. C'était une démarche vraiment pour être dans la légalité et ne pas me retrouver... tu sais, moi j'avais tendance un peu à critiquer les gens qui faisaient quelque chose en mode de façon professionnelle, mais qui n'avaient pas fait l'effort du diplôme, même si on en a rien à foutre, encore une fois, tu vois. Donc juste par rapport à ça. Et donc ça c'est pour la première question. Et du coup, tu as fait des formations en particulier pour quand même apprendre la programmation en FA ou d'autres choses comme ça? Alors j'aurais pas forcément de formation bien particulière à te... Genre j'ai pas un nom de formation que je pourrais te dire, typiquement comme toi tu as pu faire Brieux. Moi c'est vraiment de la formation continue en fait que j'ai fait au travers de podcasts, d'articles, expériences personnelles, mais non j'ai pas de formation au sens propre en force athlétique. Plutôt en autodidacte sur ce point-là. Ouais, clairement. Ouais. Du coup, combien de temps tu es coach? Ça fait... je coach depuis à peu près 5 ans et j'ai une structure professionnelle depuis à peu près 4 ans je dirais. Ok. Donc l'URSSAF attrapé. L'URSSAF. Non, c'est pas l'URSSAF, c'est la DG. En gros, c'est qu'ils sont responsables des. DGFI. Non, DGFI, c'est aussi le fisc. Oui. Attrapez-le. Et du coup, tu as accompagné combien d'athlètes au cours là, de ces 4-5 ans? Je dirais plus de 200. Plus de 200 et j'ai eu pas mal d'athlètes et du coup une de tes questions je me rappelle c'était leur niveau. Moi franchement c'est tout niveau. J'ai le gars qui a jamais fait de force athlétique et qui veut faire sa première séance et celui qui va justement sur les plateaux nationaux voire internationaux comme Mania qui a très peu de temps d'Europe. Ouais. Avec classe. Et donc moi j'ai environ une 50aine d'athlètes à l'année. Donc c'est ma limite et j'essaie d'avoir un... Et t'es toujours plein en fait Ouais c'est ça. Okay. Dès qu'il y en a un qui part, y a une place qui s'ouvre quoi. Ok. Et du coup, là on passe sur l'aspect blessure pour quand même savoir de quoi on parle, etc. Là dans tout ton échantillon d'athlètes, tu dirais que c'est quoi le type de douleur, de plainte qui t'est présenté et la fréquence à peu près? Fréquence de, par exemple, un athlète au cours de son coaching on peut prendre sur une année, par exemple, ou sur 3 mois. C'est un peu ce qu'on avait fait avec toi. Alors, sur l'année d'un athlète particulier, donc sur une année, qu'est-ce qu'il va subir comme potentiel douleur, etc. En moyenne. Ouais, ok. Après, je sais que ça va dépendre du profil, donc c'est une question un peu compliquée. Maintenant, je te dirais déjà, en termes de pathologie ou douleur au niveau des gros traits, je dirais, c'est bas du dos. Donc tout ce qui va être zone sacro-iliaque, etc. J'ai pas mal zone claviculaire épaule, ça m'arrive fréquemment. Et je dirais en troisième peut-être le genou.
tout ce qui va tourner autour Ok. du genou, ouais. Ça, au niveau des zones, on va y revenir juste après. Et du coup, là, sur ce qui t'est ramené, c'est quoi? C'est plutôt un type de douleur musculaire, articulaire? Est-ce que Comme, il y a des mots dessus comme tu le sais, on peut penser que c'est musculaire alors que ça vient de carrément ailleurs. Mais dans la plupart du temps, les douleurs sont là suite à une surcompensation. Donc je dirais que c'est plus au niveau du tissu qui a eu un excès de quelque chose, tu vois. C'est rarement des blessures au sens propre, des ruptures d'un tendon, des fractures, tu vois, c'est rarement ça. Ok. Donc, C'était aussi un peu dans la question, c'est est-ce qu'il y a des choses où vraiment il y a eu un gros pet Quand il y a un gros pet, généralement, tu le sais. Déjà, tu revois pas l'athlète très rapidement, mis à part s'il est vraiment résilient. Mais généralement, c'est arrêt de la pratique pendant une certaine période et tu le sais. Ouais. Ok. Et là, tu m'évoquais donc le bas du dos, les épaules. C'est ce qui est aussi retrouvé en littérature, dans les articles que j'ai pu lire pour construire tout ce mémoire et ce guide-là. Et donc, tu me parlais aussi du genou. Donc, et comment t'expliques cette différence comparée à la littérature? Je sais pas si c'est clair, mais... le fait que dans la littérature, il n'y ait pas beaucoup, justement... Dans la littérature, c'est lombaire-épaule. Ouais. Et toi, tu en retrouves d'autres en plus. Comment je pourrais l'expliquer? Ouais. De par la spécificité de la pratique, je pense. On est énormément sur de la flexion de genou, donc forcément tout ce qui va être pattern spécifique vont être soumis, les articulations qui sont responsables de ce pattern spécifique vont être beaucoup plus soumis en fait à des stress, des traumatismes, etc. que dans potentiellement d'autres sports. Parce que toi, quand tu dis littérature, c'est littérature sur le powerlifting? Ouais, c'est propre à l'AFA. Ouais. Ok, alors je saurais pas dire, faudrait voir c'est quoi les études qui ont été menées. Ils ont fait C'est un sondage juste en mode... Ouais, ils ont en fait donné un sondage à énormément d'athlètes. Et il y en a plusieurs articles ont fait ça comme ça. Ok, et donc en gros, ce qui en ressort, c'est pas genou, mais plus... et majoritairement, alors après, il y a un peu de genou, un peu de hanche, mais c'est pas révélateur. C'est ce que je te dirais aussi en vrai. Ouais. Je te dirais bas du dos principal, et après, évidemment, il y a tout ce qui va être coude, genou, etc. Mais là, je t'ai fait les trois dans un ordre on va dire, de priorité. Quoi. Enfin, et du coup, là, c'est par rapport aux douleurs que les athlètes ont pu te rapporter. Est-ce que c'est des douleurs qui sont supérieures à 3 mois? Sachant que 3 mois, dans le monde médical, c'est là où on va différencier d'une douleur aiguë à chronique. Ouais. Okay. Alors, non, c'est généralement des douleurs qui vont avoir des épisodes plus ou moins marqués, tu vois. Et c'est là où justement on va s'y intéresser. Moi, tu vois, je prends jamais en compte de manière vraiment... je me focalise jamais sur une douleur d'un de mes athlètes si c'est juste maintenant. Enfin voilà, je laisse toujours 1 ou 2 semaines passer avant de commencer à se dire ok, il y a des choses vraiment à mettre en place. Et généralement, ça s'arrête en fait soit tout seul, soit avec un micro ajustement. Et justement, c'est jamais plus de allez, je te dirais 3 semaines grand max. Okay. Ou alors ça revient, mais ça repart aussi vite que c'est venu. Donc c'est rare en fait que il y ait une douleur qui soit vraiment incapacitante et que malgré la réhab, etc. En fait, on n'arrive pas à avancer. Quoi. Ouais. Ça arrive, là j'en ai un actuellement avec qui j'ai ça, mais c'est très rare. Okay. Et très frustrant d'ailleurs. Ouais, c'est clair, hein. Ça c'est un peu la même chose dans notre pratique aussi. Tu m'étonnes. Et, je sais quand on a fait le même format avec Brieux, tu parlais d'une forme de récurrence, toi, qu'il y avait cet aspect un peu d'une zone qui était le maillon faible et qui revenait surtout. Moi ce que je remarque souvent, c'est que tu es un athlète. On va tous avoir des points forts et des points faibles. Et admettons, tu as un athlète qui va toujours se blesser au niveau du dos parce qu'il peut avoir un manque de mobilité, parce qu'il peut avoir un manque de force. Et ce que tu remarques, c'est que si tu le suis sur du très long terme, en fait, c'est toujours au même endroit qu'il va se péter. Ouais. Il va toujours avoir le dos. Tu as beau régler le problème, tu as beau renforcer, il a beau gagner en mobilité, il va moins se péter, mais le jour où il se pètera, ça sera au même endroit. Et c'est vraiment toujours ce point-là qui va lâcher en premier, dès que tu as des facteurs externes qui vont être moins bons, dès que tu vas avoir le chien qui a failli, il y a le chien qui va niquer le setup. Tout envoyer le setup en l'air. Ouais. Mais t'as beau travailler sur le point faible du mec. Je vais le mettre c'est pas lié parce que... Ah non, il est ici. Oui, c'est les joies du direct. C'est les joies du direct finalement. N'ayez pas de chien. N'ayez pas de chien.
C'est bien le loup, pas bouger. Ça peut partir un moment et ça sera toujours la même zone qui va revenir en premier dès que tu auras des facteurs externes qui vont être un peu moins bons. Le sommeil, l'alimentation, un peu trop d'intensité sur une période parce que tu as décidé d'accumuler, etc. Et voilà, si le mec il est faible du bas du dos, il va toujours se péter au bas du dos en premier et c'est toujours la première zone qui va se réveiller, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec ton diagnostic. Ou alors le mec qui a un problème existant de base et ce problème va amener une surcontrainte, sur sollicitation sur le muscle potentiellement qui est surcompensé, etc. Et ça crée une douleur et en fait c'est un peu une boucle infernale, tu vois. C'est exactement, je le disais du coup avec toi, Sidoine, la dernière fois qu'on avait eu l'appel, c'était que notamment au niveau du dos, moi je trouve que tu as vachement les deux articulations en fait, bas du dos, parce que je l'isole un peu plus que le haut du dos thoracique, on a souvent moins de blessures, douleurs à ce niveau-là. Le bas du dos et la hanche, et se renvoient vachement la balle. Ouais. Tu vois. Et en fait, ça va être toujours une zone qui va être sollicitée plus ou moins en même temps. Ça va forcément dépendre de comment tu bouges. Est-ce que tu as un sumo très large? Enfin, est-ce que déjà tu as un sumo? Est-ce que tu es en tradi? Est-ce que tu as un squat pied serré? Est-ce que tu as un squat pied large? Ça va directement influencer si tu as mal au dos ou plus mal à la hanche. Mais souvent, c'est un truc qui marche de pair. Tu vois, c'est toujours si t'as mal au dos, faut que tu travailles aussi ta hanche. Et si t'as mal à la hanche, faut aussi que tu travailles ton dos. Mais clairement, ouais. Et c'est toujours deux trucs qui vont ensemble parce que s'il y en a un qui est plus fort que l'autre, alors tu vas jamais avoir les deux qui seront aussi forts, mais c'est deux points sur lesquels tu peux jouer et en fait progresser sur l'un, ça te permet de progresser sur l'autre. C'est ce que je disais à Sid tout à l'heure, tu vois, tu me disais c'est quoi les zones globalement Non, c'était la question, c'était quel le type de douleur c'est, etc. En fait, on sait pas, tu vois. Enfin, on sait pas directement. Ouais. Par exemple, là, je vais te donner mon expérience personnelle, mais j'ai une douleur qui me suit au genou depuis 3 mois, tu vois. Et directement, je suis allé me localiser sur le genou pour commencer à bouger à ce niveau-là. Pas de résultat. Et en fait, avec mon kiné, on est monté de plus en plus haut. Ouais. Alors qu'on a commencé à travailler sur des trucs, rotation interne, etc., tu vois, de hanche, alors que de base, c'est le genou. Et il y a du résultat comme ça, tu vois. Donc c'est par aspect de compensation, comme tu disais. C'est ça en fait. C'est pas parce que genre la zone lésée, la zone douloureuse, c'est le bas du dos, etc. Donc dans la littérature, c'est là où j'ai mal, que c'est forcément cette zone-là qui est problématique, tu vois. Que ça a travaillé en direct. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais surtout, faut creuser le sujet. Genre on va en parler pendant tout le podcast, mais la douleur, c'est quelque chose de. Genre, il y a tellement de causes, il y a tellement de choses à dire dessus, tu vois. Oui, ça va être intéressant. C'est un peu le but aussi de ce mémoire, de voir les facteurs aussi qui peuvent... Tu dois te régaler avec ce genre de sujet. Enfin, moi, je serais là sur mon truc toute la soirée, j'écrirais. C'est trop marrant de voir en fait les avis de tout le monde sur les facteurs de risque, entre guillemets. Les choses, en tout cas, qui peuvent être propices à l'apparition de douleur. C'est rigolo, chacun a un prisme un peu différent. Et voilà. Et ça, là, on va pouvoir enchaîner sur la définition de la blessure en force athlétique. Parce que on a le terme blessure, on a le terme douleur, on a le terme gêne, on a tout ça. Dans la littérature, eux, ils donnent des définitions dans les articles que j'ai lus, donc spécifiques à la force athlétique. Il y en a... Je m'excuse, je te coupe, mais est-ce que tu peux pas citer les articles, mais tu peux me redonner du contexte? Genre, si tu sais qui les a écrits et comment ça a été écrit, parce que tu me disais c'est un sondage en gros. Ouais. Mais ça s'est arrêté là. Genre juste En gros, ils ont envoyé des sondages à des pratiquants de force athlétique. Ça allait de 18 à une quarantaine d'années, je crois. Dans quel pays ? Plupart. Il y a eu Suède et après j'ai plus. Ok, Suède. Intéressant parce que Suède c'est un gros pays. Je crois que c'est la Suède, en tout cas un pays du Nord. Ouais. Et en gros, ils ont envoyé ça et c'est les athlètes qui ont répondu. Et eux, en fait, avec les réponses, ils ont juste fait des stats en fait avec. Ok. Donc c'est pas tant une étude, c'est plus ouais. Je sais pas s'il y a pas un autre terme pour définir ça, mais c'est pas. Mais ils ont rien étudié, ils ont fait un état des lieux. Des douleurs dans le sport, si je peux dire ça. Okay. Et il y en a eu un autre aussi en Polynésie qui s'intéressait à la chronicisation, par exemple. La chronicisation. La chronicisation des douleurs, en fait, à partir de, quel était le pourcentage des douleurs qui devenaient chroniques. Okay. Okay. En force athlétique. Et du coup, là, dans cette littérature-là, il y a 2 définitions de blessures qui reviennent. Et là, ça sera à toi de choisir celle qui te convient le plus. Celle qui me parle le plus. Okay. Et de justifier. Ok. Donc, je te dis les 2. Et puis... et puis, comme ça... De toute façon, je peux te les répéter, comme ça, tu me dis... Donc, la première, c'est douleur ou altération de fonction ayant un impact sur l'entraînement. Ok. La deuxième...
C'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentiellement décrite en ces termes. Tu peux me développer le potentiellement décrit dans ces termes? Par exemple, tu te fais un lumbago, t'as hyper mal au dos, tu peux avoir des irradiations au niveau des jambes type sciatique. Tu vas dire, bah là c'est une hernie discale qui a pété, qui appuie sur mon nerf. Et en fait, tu fais une imagerie, il n'y a rien. Et donc en gros là, ouais, ok, oui. Ça mimique une atteinte tissulaire, Mais qui n'est mais en fait, il n'y a rien. à l'imagerie, non, Ouais. ok. Bah, la définition de 2 me parle beaucoup plus que la première, parce que la première est simpliste et en plus elle te, comment dire, en fait tu peux être blessé et genre ok tu peux pas t'entraîner mais tu peux pas aussi vivre normalement, tu peux pas Ouais. conduire, tu vois genre, donc la première on me parle pas, parce que en fait on sort carrément du cadre Ouais. de la douleur globale qui t'incapacite dans la vie, et la deuxième me parle au début de au début de la définition, tu vois, tu parles du côté émotionnel de la douleur. Ouais. Moi je trouve ça super intéressant parce que Ouais. encore une fois, on va en discuter, mais la douleur, par moment, en fait, elle n'est pas directement liée au tissu, en fait. Hmm. Tu vois, genre, il y a énormément de C'est- choses qui rentrent en compte. Sur un autre appel, c'était là l'interlocuteur, et je pense qu'il pourra se reconnaître, mais il axait beaucoup là-dessus. Il disait en soi, la plupart du temps, si psychologiquement tu arrives à switcher un truc et être beaucoup plus positif, tu as une sorte d'inertie mentale qui fait que tu arrives à mieux gérer ta douleur et mieux l'aborder. Et après repartir c'est ça, et la régler. C'est le côté psycho de la douleur, justement. Il y a le modèle biopsychosocial. Exactement. Et bah, pour moi, le côté psycho, c'est un des... Tu vois, si on devait prendre un camembert et qu'on le coupe en 3, je pense que le côté psycho, ce serait une des plus grosses tranches du camembert. Tu vois. Au détriment de quel Je dirais psycho, bio et social, la plus petite part. Ok. Même si, Ça- même si en fonction des types d'individus, ça peut, la part peut être plus ou moins grosse. Mais je dirais, dans ce que j'ai vécu et ce que j'ai analysé autour de mes athlètes, la part psycho prend énormément le... Ouais, ça c'est clair. Mais je trouve que là, pour le coup, c'est plus du tout dans le cadre du Ouais, mémoire, non, mais je trouve que l'aspect social, mine de rien, il n'est pas à négliger. Ah, pas à négliger, je suis d'accord. En termes de la vision que les autres ont nous, ou nous, la vision qu'on veut donner aux autres, le soutien. Même la pression, tu vois, en force pression. athlétique, t'es blessé, enfin, t'as mal, t'as une compétition, tu vas stresser surtout sur le fait que il y a des gens qui t'attendent, il y a des gens qui comptent sur toi pour aider-moi à cette compétition, etc. Et c'est là où justement peut y avoir cet effet un peu nocebo au niveau de la douleur. Ouais, carrément. Bah, tu vas avoir carrément aussi ton entourage. Parce que nous, on est un peu avisés dans la pratique. Toi, Sidoine, par ton futur métier, nous, pas aussi par notre métier, on sait à quoi ça correspond la douleur. On sait que souvent, c'est pas grave. En force athlétique, il n'y a très rarement de blessures qui sont graves. Mais par exemple, tu vas voir tes darons, t'as mal au dos, ils disent ouais, mais en même temps, t'as vu, tu squattes 200 kilos, c'est normal. C'est vrai que tu vas le casser. Et tu tu vois, cet aspect-là, quand t'es quelqu'un qui est pas averti, tu vois, un mec qui commence la FA, qui s'entraîne peut-être pas bien, il a pas fait les choses hyper bien, très progressivement, il se fait mal, et t'as tout le monde dans l'entourage qui fait ouais, mais normal. Tout le monde, tu seras cassé à 40 ans. ton Tu vois, médecin, voilà, ton médecin. arrête le sport pendant 2 semaines. Voilà, ton médecin Ok. qui est pas averti, qui dit bah non, faut que tu arrêtes le sport, tu vas jamais progresser, enfin tu vas jamais durer si tu continues. Bah tu vois, si toi tu sais pas en fait ce qu'il y a derrière, tout le processus et en réalité ce qui se passe, bah tu te dis bah ouais, je suis fini. Ouais, ok. Et tu vois, tu rentres Et dans un truc. tu vois pas d'alternative en fait. Bah non, tu vois pas Genre, d'alternative tu vois le mur en fait. Ouais. et tu continues à t'enfoncer en fait dans un truc qui est mauvais et qui va pas te faire sortir de ta douleur, tu vois. Ok. Non, mais ok, Je pense que- la tranche de camembert prend un peu Ouais. suite, mais je suis d'accord. Ok. Et pour le coup, vu que on disait là la lésion qui n'est pas forcément là, l'aspect biologique, il perd un peu de place. Ouais, c'est pour ça que j'ai Même pas si mis... anatomiquement il peut y avoir des tensions, il peut y avoir de l'inflammation qui est un aspect biologique. Ouais, mais est-ce que c'est pas une résultante potentiellement d'une crispation, donc un côté un peu psycho, tu vois? Forcément, il n'y a pas forcément de causalité, etc. Mais ça peut y participer aussi, qu'il y a une sorte de sensibilisation qui se met en place et qui va entretenir cette inflammation. Il y a tellement de sujets Voilà, abordés là-dessus. Tu me dis d'été, hein. Non, mais c'est cool, en vrai. J'aime bien ce sujet. Ça peut aller très loin. Bah, en fait, pour ceux qui n'ont pas compris le podcast, donc il y a une première partie où on est un peu interviewé par Sid pour son mémoire, et ensuite on va discuter. Voilà. Donc vous inquiétez pas si on se met des barrières, après on s'en mettra plus, on fera ça. faire peut-être 2 parties. Si c'est long, Épisode on comprend en 2, il n'y a pas de galère. Sachant que là, la deuxième définition,
c'est une petite filouterie par rapport aux mémoires, mais ça faut pas dire. C'est qu'en fait, c'est la définition de la douleur fait par l'IASP, qui est l'Agence internationale de l'étude de la douleur, si je le traduis en français. Ok, donc c'est la deuxième qui est la plus... Donc la deuxième, ça paraît la plus cohérente et la plus complète, je suis d'accord. sûrement pour ça. Parce qu'en effet, la première, c'était notamment celle utilisée dans les sondages qui ont été envoyés pour l'étude. Là. Ouais, ça m'étonne pas. Ils l'ont vachement réduite. Bah, surtout juste le cadre à l'entraînement, tu vois. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bah, justement... Il y a des gens qui ont plus mal en dehors de l'entraînement, justement, et qui vont à l'entraînement à reculons à cause de la douleur en dehors de l'entraînement. Une fois chaud, il y a plein de trucs qui vont mieux. C'est ça. Et ça permet, vu que tu parlais de hors entraînement, faire la transition sur toi. Qu'est-ce que tu... Je refais. Pour toi, quels sont les facteurs de risque de douleur ou de blessure ça peut être dans le contexte de l'entraînement ou justement hors entraînement, sur des facteurs externes, tout ça. Bah déjà, le manque de progressivité dans ce que tu fais, le manque d'adaptation en fait. Oh loulou. Le manque de progressivité, enfin, tu vois, moi mon coaching ça s'appelle l'Hormèse Process. Je sais pas si tu es familier avec la loi de l'Hormèse, mais la loi de l'Hormèse c'est stress vs adaptation. Okay. C'est en gros, tu prends une micro-dose de poison, bah ça va pas te tuer, ça va te renforcer, tu vois. Bah c'est un peu ça, moi, ma vision des choses, et la plupart des gens, en fait, ils passent du tout au rien, du coq à l'âne. C'est, en fait, la structure globale du corps n'est pas assez renforcée, les tissus sont pas assez renforcés, etc. Et en fait, tu vas passer d'une pratique où, je sais pas, t'as fait 2 séances de muscu dans ta vie à 3 squats par semaine. Tu vois, ça, pour moi, c'est le plus gros facteur de blessure, c'est le manque d'adaptation, le manque de progressivité. Après, forcément, j'ai envie de te dire des choses assez banales, mais qui ne le sont pas tant. Ça va être tout ce qui va être facteur externe, tu vois, le sommeil, la nutrition, en fait, tout ce qui va plus ou moins jouer sur l'inflammation globale, sur ta qualité de vie, sur ta récupération, etc. Donc je dirais ça, mais en premier plan, vraiment le manque de progressivité. Parce que la plupart des gens avec une alimentation pas forcément ultra saine et avec un manque de sommeil, etc., s'ils font les choses correctement, bon, il y aura forcément les tensions qui vont arriver plus vite que si tu dormais bien, etc. Mais si tu fais les choses correctement, ça limite la casse, quoi. Oui, parce qu'après, il est possible d'adapter l'entraînement au contexte de vie. Si ils font 70 heures semaine, peu de sommeil, bon, bah ça, on sait qu'on ne peut pas changer. C'est ça. Donc, par contre, le contexte à l'entraînement, tu peux le changer. Et c'est ce que tu dois changer en premier, justement. C'est ce que tu dois adapter en premier. Parce que ça, le but de ce sport, c'est mine de rien, se mettre des contraintes sur le dos pour... mais les contraintes les plus minimes, tu vois. Mais du coup, ouais. Enfin, c'est ma vision en tout cas. C'est une chose que tous les coachs ne partagent pas, surtout en ce moment avec la mode de l'hyperfréquence, entre autres. Mais moi, je vois vraiment l'entraînement comme quelque chose en fait, comme la dose minimale de stress qui va te faire progresser pour vraiment avoir une vision long terme de la chose et non pas maxer dès le début et te prendre un mur un jour, quoi. Mais ça rejoint un truc que j'avais vu en bodybuilding justement, où ils cherchaient à mettre la plus petite charge possible pour engendrer de l'hypertrophie. Le micro-loading, micro-incrémentation, après, ça se fait dans tous les sports. Hein. L'incrémentation, elle est moins... le concept de l'incrémentation, par exemple, dans un sport comme le sprint, ça va être quelque chose de plus abstrait, parce qu'il n'y a pas de charge à proprement parler, tu vois. Ils vont incrémenter au niveau du RPE de la séance. C'est exactement pareil dans tous les sports. Tu passes pas, par exemple, dans une séance de sprint, tu vas pas passer, je sais pas, d'un échauffement à directement un sprint. Tu vas faire une montée de gamme. Je pense que c'est juste des concepts qui sont applicables dans tous les sports. Ouais, carrément. Et donc la progressivité, c'est ce que je te dirais en premier par rapport au facteur, le manque de progressivité par rapport au facteur de risque. Ouais, ce qui était marrant, c'est toi, tu disais que c'était d'abord les facteurs externes. Ça avait le plus de poids. Je trouve. En fait, alors ça va dépendre. C'est vrai que je l'avais peut-être pas du coup assez nuancé quand on l'avait fait ensemble. Ça va dépendre du profil, mais je partais surtout dans le principe d'un sport performance. Tu vois, dans le sport performance, et que tu as une base qui fonctionne pendant X temps. C'était plus dans ce sens-là que je disais, mais en fait, quand tu t'entraînes sur une base depuis X temps et que d'un coup le mec se pète, forcément tu vas regarder la programmation. T'as pris le truc dans l'autre sens. Ouais, j'ai pris un peu dans l'autre sens. Mais du coup, moi, quand le mec se pète, c'est pas que la programmation on a trop chargé. Alors, ça peut arriver que on ait voulu tester quelque chose, mettre un petit peu plus que le mec se pète. Bon, souvent, on se dit, ok, on vient de changer quelque chose, le mec vient de se péter, ça vient de là. Mais la plupart du temps, si t'as pas forcément fait de grandes modifications, que t'es sur des volumes qui sont relativement similaires avec les mêmes niveaux d'intensité, ce que je vais regarder en premier, c'est les facteurs externes. Est-ce que t'as
eu un bon sommeil? Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu t'es bien hydraté? Et souvent, il y a quelque chose comme ça, il y a un de ces paramètres-là qui est pas bon. Et la plupart du temps, c'est le sommeil. Ok, dans ce sens-là, je suis plutôt d'accord avec toi. Quand tu as justement une programmation qui est réellement faite pour toi, Voilà. où tu as suivi ce processus, mais si on part du point A, généralement, c'est le début de coaching, et c'est à ce moment-là où justement je voyais la chose. En fait, je me mettais dans notre situation. J'estime que ce que l'on fait est réfléchi, et donc je pense que ce qu'on met en place en fait correspond à l'athlète. Ok. Je pense qu'on met des bonnes doses d'entraînement. On va pas surdoser l'athlète parce qu'on a, je pense, cette vision-là de faire les choses progressivement pour pas jouer toutes nos cartes d'un coup, ce qui est pour moi débile. Ouais. Pour vraiment voir la progression long terme. Et du coup, dans cet aspect-là, souvent quand le mec se pète, c'est pas parce qu'on est allé pas assez progressivement, mais c'est souvent parce qu'il y a eu des facteurs externes qui étaient moins bons. Et après, moi, j'avais rajouté, après, ça peut être aussi justement le manque de mobilité sur certaines zones, qui peut, voilà, les capacités à bouger en fait dans certaines amplitudes. Du coup, si on en revient à la discussion en mode maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le facteur principal de blessure de mes athlètes actuellement, tu vois, je te dirais, alors je sais pas si je dirais directement, en premier les facteurs externes, ou alors si je te parlerais pas plutôt de la technique et manque de mobilité, etc. Parce que j'ai tendance juste après. J'ai une question qui vient. Parce que tu vois, j'ai tendance à pré-shot beaucoup plus facilement une blessure sur un type d'athlète. Visuellement, en fait, je sais que ça va péter au bout d'un moment s'il n'arrive pas à changer ce que je veux qu'il change, tu vois. Plutôt que, tu vois, je vois sur le template, il a mal dormi depuis 2 semaines. Généralement, il va tenir beaucoup plus longtemps avec des facteurs externes, on va dire, pas ouf, plutôt qu'avec une position pas folle et qui maintient, tu vois. Et c'est pas un peu nocebo de penser comme ça? Justement, j'essaie de pas nocebo mes athlètes en créant des prédictions négatives. Genre, je leur dis jamais, toi, tu vas te péter. Ce que je leur dis. Alors que tu vois, tu pourrais le faire. Mais en vrai, ça serait nocebo si je le disais. Et vu que je le dis pas, mais que ça se passe quand même, il y a peu l'effet nocebo, tu vois. À part s'il y a des ondes nocebo qui se créent. mais ouais, je pourrais pas te dire si facteur externe passe avant technique, mobilité. En gros, tu bouges mal, quoi. Ok. Et justement, pas de chance, tu vas devoir y répondre. Tu vas devoir classer parmi 4 facteurs qui reviennent beaucoup sur les études. Tu veux que je les cite encore? Oui. Alors, les études. Non, je te fais confiance, de toute façon, c'est ton mémoire. Je suis pas fan des études, de toute façon. Donc, ouais, on trouve toujours des limites. Beaucoup. Mais, je voulais faire un podcast sur les sciences based. Qu'est-ce que je pense d'eux? Je suis un peu aussi d'avis d'être empirique. Le truc, c'est que pour moi, l'empirisme, c'est la clé. Ah oui, non, mais c'est... T'inquiète, Maïna, elle est en kiné, je vois exactement ce que c'est. Pas de l'empirisme, non. Sûrement pas. Bon. Du coup, il y a 4 facteurs qui reviennent, et toi, tu vas devoir les classer par ordre de celui qui a le plus de poids en termes de risque à celui qui a moins de poids. Ok. Je te les cite, je peux te les répéter. Ouais. Voilà. Je les ai pas mis dans l'ordre. Tu as les déficits de mobilité. Oui. Donc la mobilité, produire de la force sur sur l'amplitude. On a la même définition. Voilà. Les déséquilibres musculaires. Un mauvais équilibre entre sollicitation et récupération. Ouais. Et les défauts techniques. Après, les défauts techniques peuvent être liés à un manque de mobilité. Donc, est-ce qu'on parle vraiment de défauts techniques qui peuvent être gommés en un claquement de doigts de par, je sais pas, un queuing, mais le mec, il a la capacité au niveau de la mobilité d'aller dans l'acte que je lui demande, ou c'est vraiment technique Bonne question. Je dirais des miss groove à chaque fois. Est-ce que ça marcherait si je dis ça? Ouais, mais son miss groove, il peut intervenir par un manque de mobilité ou un manque de capacité à bouger dans tel ou tel angle, tu vois. Il m'a fêté le trick. Non, viens, comme ça, on est d'accord sur ça. Technique, c'est proprioception, juste le mec a pas compris comment bouger. Mais il est capable de le faire. Ouais, une mauvaise exécution. C'est compliqué comme question, mais du coup, pour suivre un peu la logique que je te disais tout à l'heure, pour moi, le manque de progressivité, slash manque de... le lien entre qu'est-ce que je mets en place à l'entraînement et comment je récupère. Ouais.
Pour moi, ça passe en premier. Cet aspect un peu surentraînement. Surentraînement. Même si je pense pas que ça soit la même chose que un déséquilibre entre sollicitation et récupération. Putain, ça va être chiant à monter cette merde. J'ai le seum, putain. Bon, il y a une coupure, encore une fois le chien. Ne prenez pas de chiot, les gars. C'est bon, il est dans le mixeur. Du coup, ouais, je te dirais, donc pour aller dans le sens de mes propos de tout à l'heure, je dirais que c'est quoi exactement que t'as marqué, toi? C'est déficit de mobilité. non, celui sur. J'ai écrit surentraînement / mauvais équilibre entre sollicitation et récupération. Exact. Ouais. Sachant que je pense que surentraînement et le deuxième, c'est peut-être pas la même chose. Il y a peut-être une nuance là-dedans. Je sais pas ce que vous pensez. Surentraînement et entre surentraînement et avoir une mauvaise balance entre entraînement et récupération. Bah si. Pour moi, surentraînement, c'est quand tu dépasses ta capacité à récupérer, en fait. Quand tu t'entraînes plus que tu ne peux récupérer. Pour moi, c'est le surentraînement. Tu penses que surentraînement et sous récupération, ça revient à la même chose ou pas? Bah, c'est lié, en fait. Ça revient pas exactement à la même chose parce que tu peux... Attends, et sous-entraîner? Sous récupération. Sous récupération. Ouais, non, parce que tu peux t'entraîner de façon... Bah oui, en fait, d'un côté, ça revient à la même chose parce que tu dépasses ta capacité à récupérer, mais d'un autre côté, tu t'entraînes de façon ultra minime, donc t'es pas surentraîné dans les faits, tu vois. C'est juste que tu récupères comme de la merde. Donc c'est lié, mais sans vraiment l'être. Mais je dirais que ça, cette balance de manque de récupération, VS l'effort que tu fournis à l'entraînement, c'est quand même au sommet, je pense, selon moi. Après, c'est pas ce qui va forcément faire péter d'un coup. Non. Tu vois, c'est compliqué ton truc. Parce qu'il y a des... Par exemple, il y a un truc qui peut te faire péter d'un coup, c'est techniquement. Tu vas tirer dos rond, alors que t'as jamais tiré dos rond, tu vas miss groove comme un zinzin, bah ton corps il va compenser, tu peux te niquer... le Snap City. non mais, tu vois, genre... Mais je le mettrai pas en haut de la pyramide. Parce que, en fait, tu peux le répéter plusieurs fois sans te... Tu vois, c'est compliqué ton truc, hein. Donc là, niveau classement... Oui, toi, viens en fait. Allez, parce que Brieux, c'était tac, tac, tac. Hein. Vas-y, manque de récupération. Technique, mobilité, en gros. Enfin, non, du coup, tu peux pas. Vas-y, ça me saoule. Vas-y, mobilité, parce que pour moi, la mobilité, ça joue beaucoup sur la technique. Et ensuite, c'est... Donc tu mets mobilité, technique, et le dernier, du coup, déséquilibre musculaire. Non, ouais, putain, c'est chiant. Ouais, vas-y, technique des équilibres musculaires. T'as mis la même chose? C'est exactement, ouais. En fait, pour en revenir par rapport aux déséquilibres musculaires, vu qu'on n'en a pas trop parlé, en vrai, la plupart des gens sont asymétriques. En fait, tant que l'asymétrie ne crée pas une compensation de zinzin, pardon, j'arrive pas à parler, ça me pose pas de problème. Mais c'est à partir du moment où vraiment le mec bench comme ça, on va commencer à se poser des questions parce que c'est juste dangereux en fait. Après, un déséquilibre musculaire, ça peut être trop de quadris par rapport à des ischios. Ah aussi, non, moi je pensais une asymétrie... droite-gauche. Droite-gauche, ouais. Mais oui, dans ce cas-là, non. Tu vas juste être un peu plus gaze sur ton pattern. Je sais pas, par exemple, le squat, t'as beaucoup de quads, mais t'as aucun haut du corps. Bon, bah, tu vas avoir les hanches qui remontent beaucoup et le haut du corps qui s'affaisse, tu vois. Ça se corrige. Ouais. Mais tu vois, j'aurais bien voulu revenir sur l'aspect surentraînement et sous-récupération. Parce que moi, j'ai tendance à un peu plus dissocier ces deux termes-là par rapport à toi. La finalité reste la même. Hein. La finalité, c'est juste que le mec, globalement, il va être nul à l'entraînement parce qu'il y a trop de contraintes par rapport à sa capacité à récupérer. Mais j'estime que, une nouvelle fois, hein, je pars du principe qu'on programme relativement de la même manière en termes de volume hebdo, sur ce qu'on estime être juste. Minimum 25 squats. Voilà, exactement. Ça, c'est le minimum. Mais en fait, voilà, j'estime que pour les volumes qu'on inflige ou qu'on met à nos athlètes, souvent quand ils suivent pas, c'est plutôt une question de sous-récupération, tu vois. Parce que pour moi, le surentraînement, ça serait de dire, en fait, le mec, il tape 25 séries de squats et il est obligé de dormir 11 heures à 12 heures par nuit à chaque fois pour récupérer, tu vois. Alors qu'un mec, si tu lui mets 6 séries de squats par semaine, qui dort 8-9 heures, par jour, en fait pour moi c'est pas tellement du surentraînement parce qu'en fait la charge d'entraînement elle est pas hyper importante, mais peut-être que tu vois lui il sous-récupère par rapport à ces facteurs. Je suis d'accord avec ton point de vue, mais du coup faut remettre faut mettre un terme à surentraînement parce que comme je te l'ai dit, pour moi le terme surentraînement c'est simplement un entraînement qui ne suit pas au niveau de la récupération. Ouais. Et du coup ce surentraînement peut intervenir beaucoup plus tôt au fait chez un individu A qu'un individu B. Ouais. Typiquement le mec qui fait 30 séries de squats par semaine, il va peut-être pas être surentraîné là où l'autre il en fait 5 et il est déjà surentraîné parce que il y a un manque de récupération à côté. Donc c'est là où je faisais le lien tout à l'heure. Mais je suis d'accord avec toi. Mais du coup tu
vois, moi, ça serait Bah, plus on du va coup mettre- en fait, de la sous-récupération plutôt que du surentraînement. tu Ouais, vois. ok. Je pense que beaucoup d'athlètes sous-récupèrent. C'est-à-dire qu'ils. Mais du coup, il en est facteur sous-récupérant, externe. il se surentraîne. Et c'est plus en fait dans cet ordre-là. Tu vas te dire que, alors forcément, si tu fais 40 séries de squats par semaine et que tu n'arrives pas à récupérer, Oui. bon, là on peut dire que c'est peut-être que juste tu as peut-être des bonnes capacités de récupération, mais là juste t'en fais trop. Alors que par contre, si tu as un volume hebdomadaire qui est relativement correct, admettons entre 6 et allez, 12 séries de squats en fonction des individus, et que tu n'arrives pas à suivre derrière, bah, c'est peut-être juste que tu sous-récupères, tu vois, que derrière le sommeil, il Ouais, n'y a ok, pas assez, je veux dire. que la bouffe, il n'y a pas assez, et que l'hydratation, bref, l'aspect bouger dans ta semaine, il n'y a pas assez, tu vois. Ok. Et je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont plutôt dans cette case je sous-récupère, plutôt que je me surentraîne. Parce que je pense que pour aller dans le surentraînement, mec, faut y aller. En vrai, faut y aller et faut le tenir dans le temps. Et je pense souvent même que tu t'arrêtes avant de te surentraîner. Parce En que fait, je pense pour y qu'il y a- aller, faut vraiment y Je aller. pense qu'il y a tu deux définitions. Il y a ma définition en tant que coach comment dire, en fait, il y a ma définition pédagogique, donc sur entraînement en mode tu voilà, et il y a ma définition qui colle beaucoup plus à la tienne en fait, je sais ce que c'est le surentraînement, tu vois. Ouais. Donc je suis d'accord avec toi. Et oui, dans le Mais commun, dans le commun des contexte mortels, pédagogique en mode ouais, c'est quoi le tu surentraînement fais le pour moi, c'est un raccourci, tu déséquilibre. fais c'est ça. C'est la, ça. la finalité Mais reste la même. concrètement, dans les faits, qu'est-ce que c'est un surentraînement si on doit mettre un chiffre dessus? C'est les 40 séries de squat alors que t'es pas capable de récupérer. Ouais, c'est ça. Concrètement, tu vois. Mais tu vois, je trouve que tu as vraiment un palier qui est énorme parce que pour vraiment aller dans le surentraînement, tu vois, pour moi, il faut vraiment que tu aies une dose d'entraînement qui soit folle. Et c'est un truc que j'ai retenu à la fac, qui est d'un prof qui m'avait marqué un peu, c'est qu'il m'a dit, moi dans le sport pro, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a rarement du surentraînement, mais souvent de la sous-récupération. Ouais. Et en fait, depuis que j'ai vu ce truc dans cet aspect-là, bah, je trouve que ça change vachement en fait, comment après tu vas aborder la suite. Tu vois. Et du coup, c'est pour ça que moi je fais vachement attention aux facteurs externes, parce que je reste persuadé, et c'est ce que j'ai remarqué en recueillant un peu de data, que c'est toujours comme ça qu'arrive la blessure, la plupart du temps. Tu vois. Et c'est pour ça que moi je l'avais vraiment mis en premier direct. Après, en vrai, Là, tu vois. si j'avais pu répondre plus librement sans être sans être dans un truc de classement, etc., je t'aurais dit, mais en fait, l'un amène l'autre. Puis, en fait, pour moi, tout Oui. est lié, tu vois. C'est tout est lié. Pour moi, la blessure, mis à part si vraiment c'est le misgroove de ta vie, généralement, la blessure, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et aujourd'hui, c'est le jour où tu vas te blesser, tu vois. C'est un verre d'eau qu'on remplit et la goutte de trop. Donc, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est si dur de prédire une blessure. Tu sais que ça va arriver, mais tu sais pas quand. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? T'as tellement de facteurs Merci. à prendre en compte. C'est pour ça qu'on essaye de les évaluer et de les classer. Je trouvais ça un peu ludique, c'est surtout ça. Bon, désolé. Il a perdu quelques cheveux. Ah ouais. Ah mais non, mais Ça se voit, mais que derrière. Donc ça va. je perds mes chances pour le plus. Non mais t'as carrément raison. De toute façon, tu dois faire quelque chose de carré en fait. Ouais. Mais c'est pour ça que j'aime pas tout ce qui est carré. J'aime bien quand c'est. Mais je le lirai ton mémoire. Non, non. Non, c'est pas Regarde intéressant. le podcast, c'est mieux. Et du coup, maintenant qu'on a évalué les facteurs et à peu près défini une blessure et vu l'incidence que ça pouvait avoir, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta stratégie? Qu'est-ce que tu mets en place? Super Qu'est-ce que intéressant. tu conseilles? Et pourquoi? En tant que coach ou en tant que coach qui veut tout faire? Parce que moi, je suis un coach qui veut tout faire, qui veut sauver le monde, tu vois. Donc, Eh bien, sauve le monde ouais, ok. Avec ma façon de sauver le monde. Ok. avec ta façon. Donc là, j'ai un athlète qui vient de se blesser, il m'envoie un message. Enfin, qui vient de se blesser, qui a une douleur, qui m'envoie un message. Ouais. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je vais déjà le questionner. Je vais pas dire oh putain, j'espère que tu vas bien, etc. Je vais le questionner. Donc, généralement, je vais lui dire un truc tout simple, parce que la plupart des gens, en fait, ne savent pas décrire une douleur. Je vais lui dire, dis à ChatGPT tout ce que tu ressens. Genre en mode j'ai mal au niveau du genou, etc. Et demande-lui de te faire une synthèse assez propre. Pas une synthèse en mode il répond à ton problème, mais il remet tout ton ressenti au propre. Et ensuite tu me l'envoies. Comme ça, moi je reçois pas un truc en mode coach, j'ai mal à l'épaule. Mec, j'ai déjà reçu ça la dernière fois. J'ai reçu ça à minuit, j'étais là en mode. Tu vois, genre, mais gros, fais un effort. Bref, du coup, ChatGPT, comme ça j'ai une synthèse qui répond à peu près à tous les questionnements que je peux avoir. Il y a ces questionnements-là, du coup, moi, je vais essayer de réfléchir un petit peu à, faire des liens, hier, il avait quoi comme fréquence? Il avait un squat assez lourd. Ok, peut-être aujourd'hui, je me fais une petite hypothèse. Mais je vais pas tout de suite lui en parler. Je vais juste essayer de le rassurer, je vais dire, bon, écoute, là, tu continues comme ce que tu fais habituellement. Juste ce que tu vas mettre en place, c'est un petit échauffement, généralement, tu sais, un petit échauffement type activation, où je vais faire chauffer la zone. Genre, ça fait du bien, généralement, psychologiquement, ça te met dans ta séance. Je vais donner un petit exercice comme ça, je vais dire, on en reparle à ta prochaine fréquence, après ta prochaine fréquence.
Généralement, après la prochaine fréquence, ça a diminué de moitié, ou alors il n'y a plus rien, tu vois. Parce que c'était une petite... sur le moment T, il y a eu un petit truc et on ne saurait pas trop l'expliquer, mais voilà. Si ça persévère, je vais quand même lui dire, on continue ce qu'on a mis en place. Le petit échauffement comme ça, si ça te fait du bien, c'est quand même qu'il y a un axe d'amélioration quelque part. Enfin, pas un axe d'amélioration, mais quelque chose qui améliore la douleur. Ouais. Donc, généralement, je fais ça sur 1 ou 2 semaines, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et au bout de 2 semaines, si vraiment, soit ça empire, ou alors ça stagne, là, on va commencer à se poser des vraies questions. Donc, directement, moi, ce que je dis, c'est, chef, prends rendez-vous chez ton kiné ou chez ton ostéo, mais généralement, j'envoie chez le kiné parce qu'il y a ce côté remboursé, et puis j'ai plus de... Comment dire ? Je connais plus le côté kiné que ostéo, et c'est pour ça aussi que je voulais en discuter avec toi. Bref, on en parlera après. Mais en tout cas, j'envoie chez le kiné, et s'il peut pas aller chez le kiné, bon, déjà, je lui dis, bon, bah, c'est que t'as pas mal, parce que si t'as vraiment mal, tu vas prendre rendez-vous Doctolib tout de suite. Donc, généralement, ça fait redescendre un peu la tension quand on dit ça. Mais sinon, il prend le rendez-vous chez le kiné. Et moi, ce que je mets en place, c'est directement des adaptations au niveau de l'intensité globale du programme. Même si, comment dire, on peut rester sur une haute intensité, en fait, je prends pas de risque. Moi, je revois directement la programmation sans changer le cycle des références, donc je change pas tout, mais j'adapte les formats. Donc par exemple, au lieu de faire 4 séries à la même charge, on va faire une série à la même charge, puis on va descendre un petit peu les autres séries. Je vais faire des petites adaptations comme ça qui vont pas tout bouleverser. Et si, juste en redescendant un petit peu le volume, l'intensité, etc., ça fait du bien, bah, c'est peut-être qu'il s'est fait mal parce que c'était une période où peut-être l'entraînement était un petit peu trop élevé par rapport à sa capacité de récupération, etc. Et si ça fonctionne toujours pas, on va attaquer à ce moment-là un petit peu plus en détail. Généralement, quand la personne se prend en main, il y a un kiné qui m'aide à côté pour tout ce qui va être test neuro, voir vraiment en fait qu'est-ce qui se passe réellement, parce que il y a ce que tu me dis, mais il y a aussi ce qui se passe réellement dans ton corps, tu vois. Donc c'est très compliqué généralement quand tu as un athlète et que moi parce que je vais pas faire le kiné, je vais pas faire un visio et lui dire ok tu fais ce test-là, etc. Genre je suis pas kiné. Parce que je connais 2-3 tests, des UNNT, des trucs comme ça, tu vois, mais je suis pas kiné. Donc j'aime bien avoir un diagnostic, enfin du moins des tests qui sont passés en cabinet pour ensuite pouvoir travailler sur ça. Et du coup, quand j'en ai, bah, je mets en place des exercices qui renforcent ce qui est potentiellement ce qui est potentiellement faible. Je fais de la mobilité là où il y a peut-être pas assez de mobilité. Je fais du neuro quand il y a besoin de bouger à tel endroit. Donc voilà. Et quand j'ai rien et que c'est vraiment purement Max, faut que tu te débrouilles. Généralement, je mets des exercices très généralistes. On va essayer de bouger tout le corps. On va essayer de bouger dans des axes différents. On va essayer de bouger autrement en fait. Donc je vais faire un peu de circuit training, un peu de cardio, des mouvements où on bouge en rotation. Vraiment tout et n'importe quoi, tout en restant genre un exercice, une idée derrière, tu vois. Je mets pas 36 000 mouvements de rotation, 36 000... Tu vois 50 burpees ailleurs. Ouais, c'est ça. Genre un pattern, un pattern, un exercice, et on voit un petit peu s'il te fait du bien. Et en fait, après, c'est de laisser erreur. Ça te fait du bien en garde, ça te fait mal, on enlève. Tu sais pas trop, on voit si... voilà. Donc là, t'es autour de la 3e, 4e semaine quand tu mets ça ouais, c'est ça, en place. 3e, 4e semaine. Ouais. Et tu utilises, dans ce cas-là, kiné-ostéo, thérapie manuelle, pour t'aider dans ton bilan. Alors c'est surtout pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Ouais. Parce que du coup, c'est les choses que tu peux pas faire en distanciel. Et je ne suis pas encore une fois habilité, je sais pas si c'est le terme, mais je suis pas kiné. Donc pour l'interprétation des tests. Exactement. Ouais. Par contre, des fois, oui, j'ai des kinés. C'est là où le diplôme, des fois aussi, il faut le remettre en question. Mais j'ai des athlètes qui font la démarche d'aller chez le kiné ou chez l'ostéo. Ils ressortent avec un bilan. Je sais que c'est pas ça, tu vois. Genre l'autre fois, j'ai une athlète, elle a des gros soucis, souvent des grosses migraines, ultra hardcore, etc. Des grosses douleurs au niveau des bras, au niveau de l'épaule. Moi, je dis, va consulter peut-être au niveau cervical, peut-être des irradiations, névralgie d'Arnold potentiellement. Bref, la meuf, elle va chez sa kiné, elle fait la démarche, etc. La première chose que sa kiné lui demande de faire, c'est de faire du mewing. Tu sais, tu colles ta langue au palais. Parce que apparemment sa mâchoire serait... En fait, tu sais, il y a des choses comme ça, en fait. Ok, peut-être que... Mais viens, on travaille directement, viens, on fait passer des tests neuro, viens, tu vois. Ouais, déjà, éviter les drapeaux rouges. Ouais, c'est ça. Mais du coup, quand il y a un bon kiné, c'est sûr que c'est ça qui arrive de ouf, la réhab. Et même le mec qui va en cabinet, il se sent beaucoup plus en sécurité que quand c'est juste moi qui lui envoie des exercices à faire et qu'il est tout seul à les faire, tu vois. Ouais. Il y a ce côté en mode... Tu sais, t'as l'impression que tu vas mourir, et là, tu vas à l'hypital. Genre, t'as plus envie de mourir. Tu sais, t'es dans la salle d'attente, t'es trop bien parce que tu sais que tu vas être pris en charge en fait. Alors moi, perso, ça me le fait parce que je suis hypocondriaque, mais
T'as l'aspect réassurance du professionnel de santé en Mais fait clairement. qui rentre en ligne de compte. Ouais. Ok. À part si ce professionnel te dit, 2 semaines de repos et tu reviens Ouais, pas. oui, si l'ostéo il te dit mais là c'est un peu lourd quand même et tout ce que tu mets. Généralement, c'est pas ostéo, moi, c'est kiné, médecin généraliste. pardon. Ouais, le médecin G, c'est vrai. Mais faut pas cracher sur les gens. Ils sont bientôt à la retraite, t'inquiète. La dernière question, c'était en fait, est-ce que tu conseilles d'aller voir ostéo et kiné et pourquoi? Ok. Donc au final, tu as commencé à y répondre. Moi, je Si peux t'as développer. d'autres trucs, ouais, tu peux développer. Bon, déjà, je conseillerais de le faire à l'année, pas que quand t'es blessé. Parce que généralement, quand tu te blesses, comme on l'a vu ensemble, c'est qu'il y avait peut-être quelque chose avant, tu vois. Et donc, je trouve que kiné, il me semble que c'est le mouvement. Enfin, c'est pas le. musculaire quoi. Ouais, non, mais le mot kiné, articulaire. kiné, il me semble qu'il y a un truc avec le mouvement, avec le. Il y a un truc. Kiné, c'est le. Il me Kiné, semble c'est que thérapeute, donc c'est vraiment- l'étymologie, c'est kiné, c'est le mouvement, Ouais, c'est c'est- la cinétique, Ouais, c'est ça. en gros. Donc, en fait, aller voir des. Là, je parle de kiné encore une fois parce que c'est ce que je connais, Ouais. mais je sais que l'ostéo, c'est aussi des choses similaires. En fait, quelqu'un qui sait comment tu dois bouger va te donner en fait un diagnostic assez rapidement de ok, qu'est-ce qui pourrait poser problème dans le temps. Déficit de rota interne, des trucs comme ça. Et en fait, le fait de voir en avance, ça te permet de prévenir des potentielles blessures. Donc moi, je recommande toujours d'avoir l'ordonnance à l'année que tu vas chercher chez ton généraliste. Et ensuite, tu profites aussi du système de la sécurité sociale et tu vas chez ton kiné une fois toutes les 2 semaines, quoi. Donc voilà. Et sinon, oui, quand il y a une douleur, automatiquement, j'envoie chez le kiné parce qu'encore une fois, il y a ce truc de rembourser plus facilement, etc. Mais j'ai plein d'athlètes qui vont chez l'ostéo de eux-mêmes parce qu'il y a aussi ce truc, ils aiment bien se faire manipuler en mode tout ce qui va être thérapie manuelle, etc. C'est des choses qui font du bien en fait. Mais c'est plus de eux qui vont directement chez l'ostéo que moi qui conseille en premier d'y aller. Eux qui sont déjà autonomes là-dedans. Ouais, clairement. Généralement, c'est la mutuelle, t'as 3-4 séances gratuites par an, ils y vont. Et en proportion, là, sur tes 50 athlètes, ça représente à peu près. Qui qui se sont prennent en charge. autonomes là-dessus, ouais. 25%, je dirais. Ouais, quand même. Donc ouais, une bonne quinzaine. Cool. Ah oui, mais il faut que je combatte des fois pour les envoyer là-bas. Enfin, genre vraiment, t'es là, ça fait un mois. Gros, ça fait un mois que t'as mal, il y a un moment, vas-y, genre. Ouais. je Et sais pas pourquoi comment ils y vont pas? La procrastination. Ouais. Genre le fait de faire la démarche Doctolib, ensuite d'aller au cabinet, potentiellement payer comment on appelle ça? C'est quand tu restes un peu trop longtemps chez le kiné. Les dépassements. Les dépassements d'honoraires. Je pense qu'il y a tout ça, tu vois. Et peut-être le fait qu'ils sont pas réellement mal. Ouais, Non, mais en vrai, moi, généralement, quand je me déplace, parce que je suis un peu un procrastinateur là-dessus, c'est vraiment que je sais que j'y arriverai pas tout seul, tu vois. Ok. Ouais, je pensais que ça pouvait être de l'appréhension ou se dire peut-être, en fait, ça va pas marcher aussi. Hein. Oui. Mais je pense qu'il y a de si ça. c'est pas de C'est des cet personnes qui ordre-là, ont confiance en peu de choses, ouais. hop. Et Ou alors qui ont été déçus potentiellement d'un ancien rendez-vous ouais, c'est possible. et qui disent ouais, ça sert à rien. Une mauvaise expérience. Une mauvaise expérience, Ouais, ouais. carrément. Parce que donc là, j'arrête d'enregistrer et tout. Ouais. Ce que j'avais vu justement sur les prises en charge de thérapie manuelle sur des athlètes, c'était pas forcément que FA, voire pas du tout, parce qu'on trouvait rien là-dessus. C'est qu'en fait, ça n'agit pas sur le délai de convalescence. Je crois que je t'avais fait le speech. Je sais plus. Mais en gros, si tu te fais mal au dos par exemple ou à l'épaule, et que ça doit durer une semaine. à la chaise. Non, je fais du pied. Je fais du pied. C'est pour ça. Ouais. En gros, si tu dois avoir mal une semaine, que tu ailles voir un pro de santé ou pas, enfin que tu bénéficies de thérapie manuelle ou pas, t'auras mal une semaine. Oui, Là, ok. tu te dis, trop chiant. Mais en fait, là où il y a une différence, c'est que la prise en charge en thérapie manuelle, ça baisse le ressenti de douleur. Mais tu sais que Ça peut aller de non, mais ouais. 4 points sur 10, tu vois. Genre, si t'as mal à 8, tu peux descendre à 4. tous mes athlètes qui vont chez un ostéo, à chaque fois, je fais vas-y, ils ressortent, ouais, j'ai plus de douleur et tout. Moi, je suis là, mais ok. Bon, après, généralement, t'attends 1 ou 2 semaines, la douleur, si elle est pas. Ouais. Elle revient. Oui. Mais je suis d'accord Ouais. avec toi, il y a un effet un peu miraculeux, je trouve, en ostéopathie. Bah, après. Enfin, miraculeux, je sais pas si c'est le terme, mais. Non, Mais pas des magiciens. je pense que tu as aussi l'aspect psycho. Mais oui, mais c'est Parce ça. que Hop là. tu vois, quand tu vas chez le kiné, je pense que c'est là où ça se différencie peut-être un peu plus d'un ostéo. Donc tu vas chez le kiné, tu vas travailler plutôt musculairement, tu vas activer des zones, Ouais, tu c'est vas ça. essayer de travailler sur ta mobilité. Tu peux avoir, je pense, un gain
direct dessus, parce que si c'est bien target, ça peut très bien répondre tout de suite. Mais la différence, c'est que structurellement, tu vois pas de changement. Je viens au bout de mon idée, c'est que quand tu vas chez l'ostéo, un ostéo notamment qui te fait craquer, parce que je sais qu'il y a plusieurs types d'ostéo, certains font pas craquer, etc. Mais celui qui te fait vraiment craquer les zones, notamment tu vois, au niveau des vertèbres, en fait psychologiquement tu te dis il a bougé quelque chose. Et s'il l'a bougé, c'est l'a bougé en bien. Et du coup tu te dis du coup je vais forcément mieux. Et tu vois, il a remis comme ça devait être, et donc psychologiquement tu te dis donc c'est bon, je suis remis normalement. Tu vois, et même pas psychologiquement, le fait de craquer, en fait, ça te fait aller dans un degré de mobilité pour faire comprendre à ton corps que tu es capable d'y aller, tu vois. Et alors, je pense pas que ça soit psychologique, mais en tout cas, à l'intérieur du corps, il se passe un truc à ce moment-là. Il y a des changements de proprioception et localement, tu as une vasodilatation aussi. Suite à un craquement ? Ouais. Super intéressant. Okay. Donc, qui est craquement ou pas d'ailleurs, des fois, il peut y avoir cet effet sans qu'il y ait le bruit audible, mais ouais. Ok. C'est ce qui se passe. Donc là-dessus, il y a un effet. Ok. Et ce qui fait que du coup, ton athlète, il sort du cabinet, il est plus en confiance. Mais il se sent libre, il peut tourner la tête il se sent libre. Et en plus, il se dit, purée, en fait, je crois que je me suis fait une hernie discale, etc. Et qu'en fait, l'ostéo, il fait des tests et il dit, en fait, il n'y a pas ça. Il est hyper rassuré, donc il dit, ok, c'est bon, je peux faire ma réhab, je peux m'entraîner, c'est bon. Ouais, ou alors, moi, c'est un peu ce que j'appelle le stéréotype de l'ostéo, c'est t'as une hanche déplacée ou je sais pas quoi, c'est un truc déplacé. Ah ouais, non, ça, faut arrêter. Oui, non mais... Et du coup, l'athlète, il entend ça, et après, le mec, il lui fait un gros crack. C'est bon, il n'y a plus de problème en fait, je t'ai remis en place, tu vois. Et je pense qu'il y a cet effet genre placebo de zinzin qui se passe en mode c'est bon, j'ai plus de problème du coup, tu vois. Ouais, non, c'est vrai, mais ça, faut arrêter de dire que c'est déplacé et tout. D'accord. La vertèbre décalée, je l'entends, mais non, enfin... Je pense généralement qu'elle est décalée, tu sais qu'elle est décalée. Ça se verrait à la radio. Ouais, c'est ça, genre, et généralement, tu peux pas te tenir droit, normalement, tu sens pas tes pieds, normalement. Ouais, tu sens plutôt corps, en fait. T'es intouchable, genre. Donc, non, on ne déplace rien et on ne remet pas les choses en ligne en ostéo. On mobilise. Moi, ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on passe au script du coup que j'ai préparé. Carrément, moi, c'est justement, je voulais qu'on... Alors, je me le mets sous les yeux pour... tu vas faire un petit cut. Non, mais même pas, les gens ils vont. Non, tu vas faire un petit cut. Tu veux pisser ? Non, tu vas demander à ton monteur de faire un petit cut. Putain, vas-y, monteur fait le cut. Ok, je le fais. Donc là, deuxième partie du podcast, on va parler. Là, c'est plus une discussion. J'ai envie d'apprendre aussi pas mal de petites choses. Et on va commencer avec le petit débat ostéo vs kiné. Moi, c'est un débat que j'aime bien parce que je trouve qu'il est intéressant dans le sens où y a deux professions qui peuvent un peu s'affronter alors que finalement, elles sont super complémentaires, voire similaires. Ouais. Donc, déjà, est-ce que tu peux me. Alors, déjà, est-ce que tu es déjà allé à l'ostéo ? Ouais. Kiné ? Oui. Ok. Oui, vas-y, viens, tu me donnes. Oui et oui. Donne-nous un peu ton expérience, toi. Genre, c'est quoi ton expérience, enfin, tes expériences avec kiné ostéo ? Commence par l'ostéo. L'ostéo, en vrai, j'ai eu des bonnes expériences parce que je pense que j'ai eu des bons ostéos. Et bon, ça fait comme tout, c'est comme une bonne expérience avec un bon coach. Si tu vas avoir un bon professionnel, tu auras une bonne expérience. Donc, bon truc, parce qu'à une période, donc moi, quand j'avais commencé. Alors c'était pas la force, mais en gros quand j'étais en STAPS, je faisais forcément beaucoup de sport. Je crois que c'était, on avait 4 entraînements par semaine à la fac, plus les entraînements que je faisais de muscu à côté, et notamment beaucoup de courses à pied. Et à savoir que c'était un sport qui m'avait toujours causé des douleurs, tout le temps au bas du dos, sciatique, etc. C'est de la merde ce sport, mec. Et on pourra en parler. J'arrête. Et du coup, c'est toujours un truc qui m'a fait mal au dos et on trouvait pas en fait. Enfin, j'avais pas forcément un bon kiné, du coup j'en reviendrai juste après. J'avais pas un très bon kiné et faire des abdos. Ouais, et l'ostéo du coup ça m'aidait bien parce que j'avais cet aspect où je ressortais, ça me faisait du bien, mais ça résolvait pas mon problème en fait. J'avais toujours mal après, je reprenais le sport et j'avais encore mal. Du coup j'avais un bon ostéo, donc au moins à chaque fois on va dire que je rentabilisais bien mes séances. De parce qu'à l'époque, j'attendais de l'ostéo en fait, surtout. Justement, il y a aussi cet aspect attente. Ce que j'ai envie de te dire, c'est un bon ostéo parce que tu sortais de la séance en ayant moins mal, mais est-ce que c'est un bon ostéo alors, enfin, ça aurait été un bon ostéo peut-être si tu n'y retournais plus, tu vois. Moi, je vois peut-être la chose comme ça. Enfin, si je vais chez l'ostéo, c'est pas pour maintenant ne plus avoir mal, c'est pour plus avoir mal tout court. Enfin, vous êtes pas d'accord avec moi. Mais après, je sais pas toi ce que tu attends de toi justement en tant qu'ostéo. Mais... Alors après, t'as ce truc-là, mais comme on disait tout à l'heure, t'avais la douleur qui est multifactorielle en fait. Tu vois, donc tu peux pas l'isoler à que l'ostéo parce que c'est un peu comme le mec qui va chez le kiné et il dit c'est bon, je fais ma séance de kiné, j'aurai plus mal après. Alors que tu sais qu'en fait, c'est peut-être ça va jouer. Mais si derrière le mec il dort pas et qu'il mange pas, il va pas récupérer. Toi, dans ton cas, tu manges bien, tu dors bien, tu fais tout ce qu'il faut. Ouais, tu vas chez l'ostéo, en fait, à chaque fois que tu retournes chez lui, tu repars du point zéro.
Alors que peut-être si tu vas chez un bon ostéo, Ouais, mais- en fait, tu t'améliores. Mais à l'époque, je m'entraînais pas bien. Ok. Et je pense que je sous-récupérais. Donc parce c'était un que- bon ostéo, mais il y avait des facteurs externes qui étaient pas. Voilà, pour moi, il était très bon dans ce qu'il faisait parce qu'à chaque fois, on avançait sur d'autres pistes, etc. Et au final, les diagnostics qu'il me donnait à l'époque, je savais pas les appliquer. En fait, je comprenais pas pourquoi ça faisait ça. Aujourd'hui, Ok. en fait, je le sais et je l'ai remarqué après parce que j'ai eu la différence de quand est-ce que j'avais tout le temps mal et quand est-ce qu'après j'avais plus mal. Ouais. Tu vois. Et ça venait totalement de ma façon de me gainer, de me rigidifier. J'avais un très mauvais bracing à l'époque, je savais pas le faire parce que j'avais pas de coach, j'avais pas les connaissances dessus. Prenez un coach. Ouais, Un prenez un ostéo. coach. Prenez le package, kiné, ostéo, on vous fera des prix. C'est ça. Non mais du coup ouais, j'avais une très mauvaise capacité à me rigidifier, à maintenir mon bassin et c'est clairement ce qui me faisait des douleurs au niveau de la hanche. Ok. Et du coup mon ostéo il me disait quand même, bon parce qu'il était âgé, il me disait bah voilà t'as le bassin qui se décale à chaque fois. Mais à chaque fois qu'il me le remettait, ça me faisait du bien, tu vois. Et du coup après j'ai compris d'où ça venait. Par contre donc je faisais aussi de la kiné au même moment et ça franchement très mauvais kiné. Enfin moi j'estime être un très mauvais kiné parce qu'en fait après, chaque professionnel de santé fera ce qu'il veut, il peut rentabiliser son temps comme il veut, mais tu vois, pour moi, quand tu vas dans un cabinet et que tu as 5 patients en même temps et que le mec, il vient te Ma voir, première expérience en tant que kiné, ouais. voilà, il vient te voir, il te dit, bah voilà, fais cet exo, tu le fais pendant 15 minutes, il revient te voir, il te remanipule, il te met la lampe chauffante, il te redit, bah vas-y, fais cet exo. Donc au final, en 1 heure, tu as fait 3 exos. Que Avec t'aurais pu- zéro intention. je avec suppose. zéro intention, sans doute très mal fait parce qu'il regardait vite fait, il faisait ok c'est bon, et puis il allait voir une petite mamie à côté parce qu'elle avait Ça des douleurs à m'énerve. l'épaule. Et ok très bien, tu vois le mec il fait son argent, soit, tu vois, chacun fait son business comme il l'entend. Mais du coup, en fait, j'avais pas d'effet. Je perdais surtout mon temps. Alors que si à l'époque il m'avait dit bah voilà, tu fais tel exo, à la limite il me file une vidéo avec. Ouais. Bah voilà, ça m'aurait duré 15 minutes, ça aurait été terriblement plus efficace et surtout j'aurais gagné mon temps. Tu vois. Alors que le mec, du coup, je faisais des exos qui n'avaient aucun sens et c'était beaucoup d'étirements. En fait, pas de renforcement, tu vois, alors que c'est débile. Ouais, en fait, Et, ce qui et peut- je pense surtout, il comprenait pas le sport en fait derrière que je faisais. mais parce que ce genre de kiné, c'est être kiné avec une clientèle plutôt âgée. Ouais, Et c'est une clientèle qui bouge pas. Tu les fais bouger Voilà. dans tous les sens, même s'il n'y a pas d'intention. Ouais. En fait, ça fera des. Ouais, t'auras Sauf qu'un gaillard comme toi. Ouais. Qu'est-ce Ouais, que- j'étais moins gaillard à l'époque. Oui, non, mais euh, t'es en santé. T'es Ouais, jeune. voilà ça. Et il n'y avait pas cet aspect renforcement, c'était juste, je venais, j'avais mal à la hanche, ok, tu vas étirer le psoas, tu vas t'étirer le piriforme, Ouais. nickel quoi, tu vois. Ok. Et au final, j'ai eu mal pendant des années, tu vois. Parce que j'ai eu mal du lycée, de la terminale. Quand il y C'est avait au niveau du bassin, t'as dit douleur ouais, nerf sciatique. Ouais. Nerf sciatique, ok. Nerf sciatique, donc quand on faisait du 3x500, ça m'avait lancé à cette époque-là sur le 3x500. Ah, ouais. Et ça m'a duré presque jusqu'à la fin de STAPS. Donc je pense pendant 3 ans, en fait, j'ai eu des inflammations de nerf sciatique. La nuit, je dormais assis, tellement j'avais mal au dos. Ah ouais. Ouais, j'ai passé des années à dormir assis parce que j'avais trop mal au dos. Et même jusqu'à ma première compétition de power, Tu dormais vraiment assis. je dormais assis. Je Ça commençais m'a ma dit nuit. quelque chose, hein. Je commençais ma nuit allongée et je devais finir l'autre moitié de ma nuit. Et Emma, ma copine, encore aujourd'hui, m'a connue à l'époque où je dormais assis, encore. Et aujourd'hui, ça va mieux. Bon, il y avait pareil. Là, sur ça, il y avait d'autres facteurs. horrible, Mais voilà, jusqu'à ma compétition de RBC que j'avais fait en 2022, donc qui était ma première, la nuit de cette compétition, j'avais fini par dormir assis. Ok. Et du coup, forcément, tu te doutes, c'est un sommeil qui est pas réparateur, tu dors hyper mal. Mais c'était la seule position où je pouvais fermer les yeux parce que j'avais pas mal. Ok. Et voilà. Donc, ayez des bons professionnels de santé. Donc c'est ça hyper ton important. expérience. Donc, très mauvaise expérience. Et tu vois, aujourd'hui, mine de rien, je serais peut-être plus à même de consulter un kiné en ligne et que je sais qu'il est bon. Parce que donc j'ai aussi cet aspect coach, donc je comprends ce qu'il y a derrière et puis monte des mouvements. Maintenant, j'ai une très bonne Ouais, t'as une bonne proprioception. proprio, ouais. Donc voilà. Par contre, pour me faire bilanter, c'est aussi souvent comme ça que moi j'utilise les kinés. Mm. Donc peut-être moi je les renvoie un peu plus tard chez le kiné, chez un professionnel de santé. Ok. Souvent j'attends plutôt jusqu'à 1 mois, mais je vais avoir ce truc comme toi de jusqu'à 1 semaine. Souvent on va peut-être faire bouger un peu plus. Souvent même la première semaine je dis écoute, déjà on va attendre la prochaine séance. C'est ça, ouais. On va pas s'affoler, ok t'as mal mais bon il peut se passer tellement de trucs et des fois ça revient tout seul. Donc souvent je dis écoute on va attendre un peu, souvent plus ou moins 1 semaine, 5-7 jours, et on voit, premier bilan. Ok, t'as encore mal, écoute, là ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà commencer à adapter un peu l'entraînement. On va baisser un peu le niveau d'intensité, on va garder ton volume, baisser un peu le niveau d'intensité et on va te faire bouger un peu plus, notamment sur tes warm-up. Essayer de cibler un peu plus la zone. Ouais, Commencer les sur ça sur la 2e semaine. Ok, 3e semaine, on voit que c'est pas suffisant, etc., etc. Et on continue. Et si je vois qu'au bout d'1 mois,
Parce que du coup, moi, au bout de la 2e semaine, si c'est pas résolu, je commence à mettre des exos de réhab en place. Donc le faire bouger un peu plus dans tous les sens par rapport à ce que j'estime. Tu le vois bouger le mec. Donc tu sais potentiellement, là, il a des déficits. Ouais. Donc tu dis, je vais accentuer un peu plus. Et du coup, si je vois que sur ces 2 dernières semaines, pas d'amélioration, c'est notamment sur ça. Donc si ça s'améliore, tant mieux. Et si on voit que ça va que dans le bon sens, ça sert à rien qu'il aille voir un professionnel de santé. Enfin, c'est pas que ça sert à rien. Moi j'aime bien parce que justement il y a ce truc de ok, la prochaine fois il y aura peut-être un encadrement et il connaîtrait au moins une adresse, tu vois, où aller. C'est pas que ça sert à rien, mais c'est que je l'oblige pas. J'en parle, je leur dis, moi je leur conseille d'aller voir l'ostéo assez régulièrement. Plus l'ostéo que le kiné, bizarrement, tu vois. Mais, ok. Parce que après ce podcast, normalement, si tu fais bien ton taf, je les enverrai plus vers l'ostéo. Mais du coup, j'ai ce laps de temps et c'est souvent plutôt qu'on arrive à la 4e semaine et qu'on n'a pas de changement ou que j'estime en fait que on n'est pas assez dans le positif. Tu vois, si le mec, t'as encore une douleur qui va être sur 4 sur 10, au bout d'un mois, j'envoie à quelqu'un d'autre qui fasse le bilan. Alors tu vois, parce que justement, t'as toujours malheureusement des kinés ou des ostéos. Je pense que c'est un peu moins grave chez un ostéo, mais plus chez un kiné, qui sont pas avertis de notre sport. Tu vois, qui connaissent pas assez bien les contraintes. Qui ont aucune idée des charges qu'on peut mettre sur le dos, donc les exercices qui seront mis en place seront pas adaptés. Petit pal of press à 5 kilos, tu vois. Donc débile, parce que le mec il squatte 300 kilos, tu vois. Et du coup, là où moi je vais utiliser vachement le kiné, donc sauf si c'est un kiné all-in, puis du coup moi je les renvoie beaucoup sur ça parce que c'est un kiné qui est spécialisé, il sait ce qu'il fait, mais forcément c'est un budget, donc tout le monde ne peut pas se le permettre. C'est ce que j'allais dire. Mais par contre, moi je vais beaucoup utiliser le kiné en fait pour qu'il fasse le bilan. Parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est pas notre métier. J'ai pas envie de faire ça. Moi, je préfère me focaliser sur ce que je sais faire. Ouais. Donc, et par contre, une fois que j'ai le bilan, une fois que j'ai le truc de, ok, ton mec, il manque de ci, il manque de ça. Je laisse quand même le kiné fournir une routine. Mais par contre, si je vois que c'est débile, je dis, écoute, t'as eu ton bilan, viens, on fait autre chose. Malheureusement. Mais par contre, je vais quand même tester. Je vais dire, écoute, on écoute le kiné, tu vois. Ouais. Si le kiné, il a raison, il a raison, tu vois, tant mieux. Et puis, toi, ça t'économise du taf. On va pas se mytho. Si le mec, il peut faire, si chacun se cantonne à faire son taf, je pense que tout le monde va dans le meilleur des sens. Par contre, si on fait son truc, et déjà de base tu te dis, bon, honnêtement, je pense que moi j'y crois pas. Tu ne dis pas à ton athlète, tu vois. Mais toi t'y crois pas, et que ça marche pas, là je vais lui dire, écoute, gros. Soren, si tu passes par là, c'est moi je lui dis, non mais c'est de la merde. Du coup, je lui dis, écoute, gros, tu vois bien que, tu te doutes bien, tu benches 150, il te fait faire ça avec un élastique, tu te doutes bien qu'il n'y aura pas d'adaptation. Donc viens, on va faire un autre truc, viens, on essaye d'autres choses, et la plupart du temps, t'as au moins le bilan qui a souvent été bien fait. Tu vois, souvent. Ils se trompent pas, tu vois, ils savent faire bouger les articulations, ils savent voir quand il y a des déficits de mobilité. Et une fois que tu as ce bilan, si après toi t'es pas con derrière et que tu connais un peu, t'es pas besoin d'avoir des exercices de kiné, mais juste sur l'exercice de renfort, tu vas target un peu plus telle amplitude, telle fonction, et puis le mec il va aller mieux, tu vois. Et il faut juste faire attention à pas doubler la réhab. Propose des exercices pas qui propose déjà le kiné, mais tu sais que en fait l'athlète se retrouve à avoir trop parce que justement il y a eu une mauvaise communication entre ce parce que moi j'ai plein d'athlètes qui ressortent du kiné en ayant fait une séance de power en fait. Et je suis là, ok, mais du coup là tu vas faire une séance ce soir ou demain, tu mets une sursollicitation sur les zones, quoi. C'est ça. Mais du coup voilà, si après le kiné il fait très bien son taf, souvent moi je laisse quand même, tu vois, la partie kiné. Par contre si je vois que ça marche pas et que déjà de base j'avais des doutes, je me dis gros, c'est ça, on fait autre chose. Ouais. Et de manière plus encadrée, parce que généralement le kiné quand il te donne une réhab, c'est bon, tu fais tel ou tel exercice, tu sais, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de. Tu vois. Ça. Carrément. Voilà. Et toi, parce que du coup c'était une réponse très longue. Je dois répondre à quoi là? Du coup, avant de te poser la question, qu'est-ce que tu penses des deux professions, etc. Toi, est-ce que en tant que toi-même, en tant que professionnel, t'as une expérience particulière avec les kinés, avec les ostéos? Ouais, j'ai plutôt une bonne expérience avec des kinés. Mais là, j'ai eu plus de chance que toi. J'ai eu un kiné pour une épaule qui est resté avec moi tout le long. C'était Sulian? Non, mais Sulian... Les Nantais, allez voir Sulian, il part bientôt en Bretagne. Il est chaud. Et lui, en fait, il restait tout le long avec moi. Il faisait toujours un bilan à chaque début de séance et après il faisait les exos avec moi d'épaule et c'était trop bien parce que il se mettait dans le rouge lui aussi avec ses épaules, donc c'était le mec en fait à la fin de la journée s'il fait ça t'imagines avec tous les patients s'il faisait ça. Et après un deuxième où là il y avait aussi le truc de plusieurs patients mais il restait kiné là, et là kiné. ok. Et
Et pareil, il restait un peu, mais il allait checker d'autres patients en même temps. Mais j'étais déjà un peu plus avancé dans la pratique, donc les exos, j'allais chercher des amplitudes, je mettais de l'intention un peu plus. Donc j'ai plutôt une bonne expérience et je trouve que c'est des prises en charge hyper intéressantes que là, pour le coup, nous, en ostéo, on sait pas du tout faire leur manière de prendre en charge. C'est pour ça que c'est deux métiers différents. On va pouvoir en parler juste après. Et après, ostéo, bon, je suis dans ma paroisse, mais même avant ça, j'allais voir des ostéos et ça me fait... faut trouver le bon ostéo, mais ça fait toujours du bien. C'est quoi l'intention que tu as quand tu vas chez l'ostéo? Qu'est-ce que tu as derrière la tête? À quoi tu t'attends en fait? Alors, quand j'ai commencé à y aller, c'était plutôt pour des bilans. Et après, c'était quand j'avais des gènes. Et le but, c'était que c'était souvent des gènes que j'arrivais pas à régler. Et que tu voulais momentanément débloquer. Et que je voulais qu'on me fasse bouger dans des trucs où moi, j'arrivais pas à me bouger dans certains paramètres. Et le fait d'être manipulé, d'être mobilisé dans certaines amplitudes, qu'on me dise, ouais, en fait, il y a ce muscle qui pose problème. Et sur toi, tu peux pas le tester tout seul. Je dis, ah oui, ok, donc après, chez moi, je peux trouver d'autres exercices. Et il y avait quand même cette réduction de douleur, mais vu que c'était, même si c'est momentané et que ça permet de lancer une inertie dans mon réhab de son côté, je trouve ça intéressant. Ouais. Ok. Et même se sentir plus mobile, parce qu'au bout d'un moment, en fait, ce sport, il nous rend tellement raide que juste tu sors et tu bouges mieux, c'est trop bien. Moi, j'arrive plus à bouger la tête de côté, et quand Sylvain là, il me faisait bouger un petit peu au niveau du cou, directement je pouvais regarder, c'était incroyable, genre un hibou le mec. Ouais. Mais non, c'est chose que tu veux dire. Donc, par rapport à mes expériences, du coup j'en ai très peu parce que moi je suis le mec genre un peu égo mal placé, mais j'ai toujours su gérer mes douleurs tout seul, tu vois. Alors que ça fait plus de 10 ans que je m'entraîne. Et du coup, j'étais là en mode jamais je vais chez le kiné. Et un jour, j'ai voulu tester justement, parce que je me suis dit, en tant que coach, il faut que tu testes aussi la méthode que tu proposes. Enfin, pas la méthode, mais le praticien, voilà, bref. Et du coup, j'y vais, et c'était exactement ce que vous dites depuis tout à l'heure, là, un kiné qui prend 36 000 patients, etc. Et en fait, je me retrouvais à aller chez le kiné, et ne rien bosser du tout. C'était genre purement, en fait, soit de la thérapie manuelle, il te prend en one-one, et t'as l'impression d'être encadré, mais c'est de la thérapie manuelle, voilà, il te fait juste bouger, quoi. Et quand il te fait faire des exercices, il n'y a aucun sens, il te laisse 10 minutes, tu mets aucune intention parce que tu te fais chier, enfin, voilà. Donc pour moi, c'était ma première expérience et ça me confirmait un peu le fait que j'avais pas besoin de kiné. Et il y a très récemment, là, j'ai eu une douleur, vraiment, j'arrivais pas à la comprendre, parce qu'on va dire qu'en tant que powerlifter, généralement, t'as connu toutes les douleurs. En tout cas, moi, je les ai toutes connues. Genre épaule, cervicale, névralgie, tendinopathie, j'ai tout connu, la plupart. Plus de chance là-dessus, moi. Mais... moi aussi. Non, vraiment, en fait, c'est des épisodes et j'arrive à régler les trucs et j'en entends plus parler. Mais du coup, je les accumule et à chaque fois, je m'en sors et je les ai plus jamais. Mais bref, du coup, mais ça, au genou, je comprenais pas. Il y avait aucun sens, tu vois. Et du coup, je me fais conseiller Sulian, là, un kiné qui connaît justement la pratique, qui fait du one-one. Et en fait, le mec, il a clairement changé la vision que j'avais du kiné, en fait. Donc, j'y suis allé toutes les semaines. En fait, la thérapie manuelle, on a dû en faire genre 2 fois sur une quinzaine de séances. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Aussi, le fait de discuter, ça te permet aussi de mieux comprendre ton corps. Comme on parlait tout à l'heure, le fait qu'il me bilante. Ah ok, tu manques aussi un peu de ici, nanana, et du coup ça te donne des axes de progression à l'entraînement pour que tu sois un humain un peu plus fonctionnel. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, d'une part pour régler le problème de genou, mais aussi pour devenir un meilleur athlète quelque part. Et du coup ça c'est mes 2 expériences, donc j'ai pas beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Et en tant qu'ostéo, chez un ostéo, j'ai jamais fait. T'as jamais fait. Et j'aimerais bien. Justement, j'en parlais avec Sylvain. Bien, mec. Non, mais vraiment. Genre, c'est un petit banger. Mais j'ai trop envie, mais après, il y a aussi ce truc de rat. Je sais pas si ma mutuelle le prend en charge, je me flemme depuis 80. À l'école d'ostéo et que. Bah oui. Comment ça à l'école d'ostéo? Nous, c'est 20 balles et si t'as la bonne, c'est mais il fallait dire avant, vas-y. Vraiment, j'ai craque moi. Mais en plus, moi j'adore ça, de me faire bouger dans tous les sens. Tu sais, les gens ils aiment pas, moi j'aime trop qu'on me craque et tout, genre. Ouais. Donc ça te dérange pas d'être en slip devant 3 personnes, par contre? J'ai jamais de la vie. Ça me dérange pas du tout. Genre, vas-y. Non, ok. Et du coup, là, maintenant qu'on a donné nos expériences personnelles, est-ce que tu pourrais me décrire un peu ton métier? Moi, je trouve que l'ostéopathie, c'est vérifier, regarder tout le corps, voir où il y a des zones de tension qui peuvent créer des pertes de mobilité ou des compensations et qui font que ton corps absorbe moins les contraintes de la vie en général.
Ou alors, si tu as un métier très devant l'ordi, etc., ça va mettre des tensions, je sais pas, sur le base de la tête, etc. Et à force, au bout d'un moment, ton corps, il va dire stop, ça me chauffe. Donc, relâcher ça. Et par contre, après, j'aime bien donner des conseils pour dire là, c'est cette zone qui pose problème parce qu'elle n'a pas la capacité d'encaisser ça. Donc, mettre en place des exos, voir un kiné. Ouais. Et dans ce cas-là, là, c'est là où je trouve qu'un travail d'équipe, c'est pas mal. Maïda, on est en podcast. On va pouvoir prendre donc une chaise et viens dans ce débat kiné-ostéo. Bah ouais, en vrai. Tu veux venir? Alors je propose qu'on fasse un petit récap là, parce qu'il vient de se passer beaucoup de choses dans le podcast. Du coup, je sais plus ce que je disais. Donc là, il y a une championne d'Europe qui vient de nous rejoindre et qui est aussi kiné, donc on va pouvoir débattre un petit peu à ce niveau-là. Et donc là, la question que je venais de poser à Sid, c'était en mode qu'est-ce que c'est du coup un ostéo? C'est quoi ton métier en fait? Et du coup, je disais que c'était regarder tout le corps et lever les tensions pour qu'il puisse mieux absorber son quotidien et restituer de la mobilité dans des zones précises ou sur des articulations. Et du coup, moi, la question que j'aurais, c'est, maintenant que t'es là, qu'est-ce que la kiné? En fait, toi, c'est quoi ta vision de la kiné par rapport à sa définition? Si tu veux, je tiens le... Vas-y, super. Non, mais la kiné, c'est partir d'un patient qui a un problème et un objectif, et aider le patient à arriver à son objectif en lui donnant des aides, que ce soit externes ou de la thérapie manuelle, pour qu'il arrive à son objectif qui peut être très moi, varié. d'un point de vue extérieur, j'ai envie de dire, en fait, c'est le même métier, finalement. Ouais. C'est les mêmes objectifs là, que vous êtes en train de Les dire. approches sont pas les mêmes. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que tu vas différencier de Ouais. la kiné par rapport à un ostéo? Qu'est-ce qui vous différencierait? Après, par exemple, Sid, est-ce que tu as un réel avis sur la question? Parce que tu disais tout à l'heure que tu connaissais pas ultra bien la profession du kiné. De ce que j'ai pu voir de la kiné, etc., je suis incapable de donner des exercices de mobilité ou de renfort qui ciblent un déficit. Enfin, je sais le faire, mais pas aussi bien que les ok. kinés. Ouais, donc en gros, moi j'avais donné une définition donner, dans un podcast, c'était ostéothérapie manuelle, kiné, mouvement, renfort. En gros, pour Je faire trouve que c'est plus ça, mais je sais pas si toi t'es d'accord avec. Je pense que l'ostéo, il va moins être capable de prescrire des exercices, là où le kiné va avoir beaucoup moins de connaissances en thérapie manuelle et en levée de tension ou ce genre de choses. Donc c'est complémentaire en fait. Ouais, ok. Je pense que nous, on sait cibler des chaînes musculaires pour plutôt les relâcher, et le kiné, lui, il saura peut-être mieux les cibler pour les renforcer. Je sais pas si ça fait sens. Ça m'étonne pas du tout, enfin, ça me paraît Oui. cohérent. Oui, en soi, Parce que- si on fait un gros résumé, pourquoi pas? Mais parce que Très grossier. typiquement, c'est avec un mouvement, je sais pas, généralement quand tu vas chez le kiné, il te fait faire un mouvement, un exercice. Ouais. C'est pas l'exercice qui va te relâcher. L'exercice, il va te permettre peut-être de bouger dans un axe un peu différent, enfin de gagner peut-être momentanément en mobilité. Mais c'est vrai que l'ostéo, il y a vraiment ce truc de je mets en tension la zone, enfin je sais pas, tu vois, genre un peu cet aspect stretching, genre je force un petit peu plus la chose. Là où par exemple, un kiné va me donner un squat. Je vais faire mon squat, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Non mais oui, non, mais c'est ça. En gros, le kiné va me donner un squat, bon bah ça va me faire un peu bouger au niveau genou et hanche, je vais débloquer des petits degrés de mobilité. L'ostéo, il va pas le faire un squat, il va te monter la jambe et il va forcer un peu ce truc, tu vois, progressivement. Il va Ouais. Non mais, si t'es pas d'accord avec moi, tu peux le dire, hein, je t'ai dit. Je te laisse aller au fond Je vois un petit peu ce que c'est la thérapie manuelle, et du coup le fait de te faire craquer ou le fait d'aller dans cette amplitude que tu pourrais pas activement aller, tu vas sortir un petit peu plus libéré, justement, tu vas agir directement sur cet objectif de bouger, de relâcher la zone, enfin tu vois. Ouais, puis la thérapie manuelle, si on prend l'exemple du genou, le but c'est de vérifier aussi que mécaniquement que tout le mouvement il est ok. bon dans tous les degrés Ouais, de après j'ai un peu le l'articulation. stéréotype du chiropracteur qui... Oui, non, C'est après, encore autre chose, ça. c'est encore autre chose. Ah ouais, ok. C'est quoi un chiropracteur du coup comparé à vous? Je crois que c'est la réflexion qui est derrière. Ok. Là où un ostéo il va se dire il y a un problème là, je vais regarder tout le corps et régler au fur et à mesure. Le chiro, je crois qu'il considère que chaque problème qu'il y a dans le corps part du rachis. Je crois que c'est ça, non L'ostéo? Le chiro. Je m'y connais pas assez pour me... Nous, on avait eu Commencer des là-dessus. cours sur les différences, mais
Mais tu vois, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que dans toutes les formes de médecine, il y a ce truc où en fait chaque praticien va avoir un raisonnement différent. Moi, j'avais un peu étudié les médecines, tout ce qui va être médecine allopathique, médecine chinoise. J'avais étudié comment ça s'appelle quand tu prends les granulés, mais c'est pas ça. L'homéopathie. Et par exemple, les homéopathes, eux, va y avoir vraiment une dimension un peu chamanique derrière le truc, tu vois. Genre, je vais pas rentrer dans les détails. Et du coup, c'est super intéressant que toute pratique en fait peut amener du résultat, mais que la réflexion derrière soit pas différente en fait en fonction des thérapies. Mais du coup, on peut nous se poser la question d'un point de vue extérieur de en fait personne ne sait. C'est comme la programmation. T'as 1000 manières de programmer pour arriver à un même résultat, tu vois. Tu pourrais très bien. Ouais, mais comment dire? Je suis d'accord avec toi, mais ce qui est derrière ce qui est derrière la programmation, les principes sont les mêmes. Principe d'incrémentation, de stress qui ne dépasse pas la capacité, etc. Alors que c'est vraiment, j'ai l'impression que la vision elle est différente vraiment. Je suis pas sûr parce que tu vois, tu peux avoir la même vision entre deux coachs. Le mec, on va partir très simple, un mec qui fait de l'hyperfréquence et un autre qui va avoir une programmation un peu plus classique. Tu vas avoir toujours tes paramètres de progressivité, surcharge, dose, effet, etc. Et je pense que derrière la thérapie, qu'elle soit plus manuelle que l'autre, tu vas toujours avoir ces mêmes notions, tu vois, de la façon de bouger, la façon que tu vas amener ton patient. Mobilité. Je pense qu'au fond, c'est deux approches qui sont différentes, mais tu vas quand même avoir des processus qui vont être relativement similaires, tu vois, avec des règles générales qui se rejoignent, tu vois. Parce que là, c'est des choses qui sont assez similaires, mais par exemple, si on prend un truc qui est vraiment à l'opposé, l'acupuncture, pardon. C'est un truc qui fonctionne, tu vois. Mais les mécanismes de l'acupuncture, ça fonctionne. Il y a des gens sur qui ça fonctionne. Les mécanismes de l'acupuncture, genre la théorie derrière tout ça, elle est à l'opposé de l'ostéopathie. Pour autant, il y a aussi des résultats sur le fait de relâcher les tensions, etc. Et c'est là où moi je me pose une question, c'est que est-ce que en fait on serait pas dans ce truc de tout ce qu'on sait, c'est de la pure théorie, tu vois. Et qu'en fait il y a une école qui essaye de prendre peut-être plus de tu sais, genre en mode ouais, nous c'est, vous savez pas, tu vois. Après, t'as plusieurs types d'approches. T'as des approches complètement différentes qui peuvent marcher aussi bien. T'as des approches qui sont evidence-based practice. Non, mais si c'est. Comment dire? Si c'est des approches. Si c'est des approches. C'est tout. Si c'est des approches complètement différentes et qui marchent autant. Autant. C'est qu'on ne sait rien finalement. On sait rien. Non, mais donc toi, en tant que kiné, en tant que kiné, là en fait, la plupart des techniques qu'on a en kinésithérapie, en thérapie manuelle encore plus, c'est. On sait pas trop ce qu'on fait en fait. On fait un truc, peut-être que ça marche. Si ça marche, on continue. Si ça marche pas, on essaye autre chose. Mais dans tous les cas, on peut pas dire qu'on a bougé L4, L5, l'articulation. On peut pas savoir en fait. De toute façon, on est juste en train d'appuyer sur un muscle. Donc en vrai, ceux qui savent, c'est ceux qui savent le moins. Ceux qui disent qu'ils savent, c'est ceux qui savent le moins du coup. Genre en mode ouais, je te fais ça parce que je sais que ça va régler le problème. Non, il sait autant que quelqu'un qui dira qu'il sait pas vraiment ce qu'il fait. De toute façon, il fait la même chose. Après, c'est le même truc, c'est que je pense avec l'expérience, c'est comme nous, un athlète qui a un problème, c'est pas prouvé, tu vois, que en utilisant du post squat, ça va régler son problème. Mais tu dis de sa manière de bouger, de sa manière de bouger, j'estime que le post squat c'est le plus approprié et que donc ça va régler son souci. Je pense que Kylian c'est la même chose. Je prends un exemple tout bête, j'aurais sans doute faux, mais c'est dire voilà, le mec il a mal à la hanche, je vais faire craquer son dos comme ça ou sa hanche comme ça, et je suppose que de par mes expériences, souvent ceux qui ont mal à la hanche comme ça, en faisant ça marche. Après il va essayer parce qu'il va aller au plus logique. Et après, si ça marche pas, il va faire ok, quel autre cas ça avait marché? Je vais essayer ça, tu vois. Et en fait, comme nous, ce qu'on peut faire en force, et on part du plus logique, et après, tu t'exotes un petit peu. Comme ce que toi, t'avais fait avec ton genou. T'es parti du genou, ça va pas marcher, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je me suis aligné. Je pense que c'est les mêmes, tu pars des trucs les plus évidents de tes expériences, et puis après, tu vas au moins évident, et moi, ça me paraît cohérent tout ça, parce que, et c'est pour ça que je te disais, j'en ai un peu marre de ce truc de. Il n'y a pas d'études, je suis pas d'accord. Genre, je me base uniquement sur les études, etc. Parce qu'en fait, on se rend compte que là, on parle très peu d'études, on parle beaucoup en fait de choses qui sont empiriques. On est d'accord tous les trois, tous les quatre. Qui a pété? Je dis que c'est pas moi, mais je me suis dit c'est le chien. C'est le chien, oui. Le chien, il était là-bas. Non, il est parti. Je l'ai que maintenant. Moi, j'en ai toujours pas. Parce que tout le monde s'est bien rigolé quand j'ai commencé à parler. Mais en fait, moi je me suis dit, tu l'avais capté, et là j'ai senti, et je me suis dit. Et c'est pour ça. Oui. Non, je l'ai que maintenant là. Parce que je crois qu'il a pété, c'est pour ça qu'il est parti. Il a dit je me casse maintenant. Il me fait peur, par contre, à passer à côté du fil de voyage. Mais là, il est là, il me regarde. Mais du coup, je disais depuis tout à l'heure, vous voyez, on fait vraiment du truc en mode. En fait, là,
si on résume ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, c'est essai-erreur, empirisme en fait. Ouais, bah c'est un peu comme ça que je vais fonctionner en consultation. On vient me voir pour des cervicalgies, je vais regarder en fonction des antécédents, de ce que j'observe, et puis je peux me dire, ah ça se trouve, c'est ça se fait pour manger au niveau de la mâchoire qui pose problème et qui vient créer trop de tension au niveau des cervicales. Je vais traiter, détendre des trucs, mobiliser. Si ça marche, ok, l'hypothèse a été peut-être bonne. Si ça marche pas, je vais me dire, bon, c'était peut-être pas ça, donc je vais regarder autre chose. Je vais me dire, ah, c'est peut-être sa manière de respirer qui met trop de tension. Tu travailles ça, si ça marche, tant mieux. Et est-ce que c'est ça que t'apprends à l'école ? Genre en mode le fait de faire de l'essai-erreur et justement de baser ton raisonnement un peu sur ce que t'as déjà vu, etc. Ou alors on t'apprend quelque chose de beaucoup plus, pas théorique, mais ouais, c'est ça, quelque chose de général, quoi. De protocolaire. Bon, on n'a pas de recette. Ok. Après, c'est forcément, ça qui me dérange, avec recette. Ouais, bah clairement. J'ai des profs qui fonctionnent comme ça. En kiné, ils fonctionnent comme ça. De ce que je t'entends dire par rapport à tes cours, c'est très protocolaire, c'est très. Alors, dans les premières années, oui, mais c'est aussi que les formations sont pas hyper optimisées dans beaucoup d'écoles. Mais en fait, on nous apprend le protocole pour ensuite nous qu'on puisse faire notre démarche de modification de symptômes avec le protocole qu'on connaît. Ouais. Mais aussi avec ce qu'on a vu en pratique et tout ça, pour ensuite nous faire notre propre raisonnement, quoi. Bah, tu vois, je trouve que c'est presque même un truc qui est mieux, parce que nous, ce qu'on va apprendre dans le sport, justement, on va beaucoup t'apprendre un protocole, tu vois. En STAPS, moi, tu veux programmer de la force, bah, tu vas dans ce sens-là. Ah oui, clairement. Mais sauf qu'au final, est-ce que c'est pas mieux d'apprendre à ne pas avoir de protocole et en fait savoir que tu peux agir de toutes ces manières-là, et en fait, à toi, d'utiliser les bons outils, tu vois. Alors que dans les formations, c'est pour ça que moi je me suis formé après autre part, pour justement avoir tout se dire, bah voilà, tu peux faire tout ça, et après bah, choisis ce qui est bon. Alors que souvent on va t'apprendre à dire, bah, en fait t'as une méthode et c'est comme ça, tu vois. Et bah, je trouve que c'est ça le point qui est le plus mauvais, c'est de te dire, bah t'as une méthode, du coup tu fais comme ça, et après tu te retrouves bloqué en disant, bah j'ai essayé et ça marche pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure, quand tu m'as demandé quelle formation j'ai fait, j'ai appuyé sur le fait que j'avais pas de formation précise à te donner, en fait, mis à part la formation officielle. Parce qu'en fait, pour moi, ce qui est le plus important, en fait, c'est vraiment ce truc d'avoir une pensée un peu en arborescence, tu vois. En fait, tout au long de ta carrière, tu récoltes de la donnée, et cette donnée, en fait, ta maturité professionnelle, entre guillemets, te fait la dépenser à droite à gauche, mais de manière cohérente. Et par moments, pas du tout. Et en fait, c'est ça qui te fait avancer dans ton processus de réflexion. Et c'est pour ça qu'encore une fois, j'ai toujours envie de frapper sur les science-based. Ouais, en fait, il n'y a pas d'études. En fait, on s'en fout. Il y a des choses qui sont évidentes, tu vois. Ouais, alors après, science-based, je suis pas non plus trop pour ce courant de pensée, mais je me dis, en tout cas, en santé, si on te dit, bah, tel type de technique ou telle technique, ça a plus d'effet que les autres sur telle zone, bah dans ce cas, je vais la prioriser. Oui, tu vas la prioriser, mais si sur telle zone, ok, mais sur tel individu, tu prends ça en compte ou pas ? Parce que par exemple, il y a telle ou telle méthode. Regarde, moi, il y a une méthode. Regarde. Me l'énerve pas. Quand je programme, tu vois, moi j'ai mon cycle de référence global dans la tête. Ouais. On va dire, je vais dire un truc tout simple, le 3-2-1. Ouais. x3, x2, x1. x3, x2, x1, tu vois, c'est une méthode qui marche pour 90% des gens, tu vois. Mais du coup, cette méthode, si je l'applique à tout le monde, je vais forcément avoir un pourcentage de personnes qui va pas y répondre, tu vois. Là où, dans les faits, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, en fait, pour moi, l'intelligence, c'est justement se baser un peu sur la science, mais savoir directement sortir de ce schéma de pensée quand il le faut, tu vois. Et il y en a, ils sont trop dans un tunnel, tu vois, par rapport à ça. Si ça marche sur tant de personnes, bah, ça marchera sur lui, tu vois. Et c'est les gens qui arrivent pas justement à s'adapter à quelqu'un d'autre. C'est surtout que la science, en fait, elle te donne une information qui a beaucoup de probabilité d'être vraie. Enfin, ça dépend après l'étude, encore une fois, il faut lire l'étude avant de jump à la conclusion directement. Si l'étude, elle est bien construite, que le risque de biais, il est très faible, tu peux lui faire à peu près confiance et partir sur une information vraie pour après créer un raisonnement avec ce que tu connais d'autre. Mais beaucoup, mais énormément. C'est pour ça qu'il faut les lire. Il faut connaître les red flags, on va dire, sur une étude que tu peux lire avant de prendre la conclusion comme vraie. Tu vois, c'est tellement niche qu'en fait la force, quand elle est étudiée, elle est
pas étudié sur des C'est ça. mecs qui font de la force athlétique. Donc en fait, nous, on peut l'appliquer peu à notre cas, mais par contre, dans le sport co, ça marche beaucoup Ça, je plus. suis d'accord Parce que avec toi. c'est travail de la force dans le sport co, et donc si tu fais du foot, Ouais, tu peux dire que ça. même ça dans le fonctionne. cyclisme, etc. C'est Voilà. quelque chose où on va beaucoup plus faire confiance que. Mais après, nous, c'est que c'est tellement niche. Tu vois, en France, Bien sûr. c'est 9000 ou 10 000 pratiquants. On va peut-être pas se faire chier à faire une étude pour 10 000 pratiquants, alors que les sports co, c'est des millions de personnes. Tu vois. Et je pense Donc, que c'est un peu pareil, de la kiné et de l'ostéo sur un forceux. Il n'y a pas beaucoup en fait vous n'avez pas beaucoup de recul, mis à part votre propre expérience avec vos patients, pour en fait faire évoluer le patient. Ouais. Bah même, je sais pas toi, mais entre un gars qui fait juste de la muscu et un gars qui fait de la force, c'est encore une fois différent et il faut encore penser différemment. Mais ça fait de la data parce qu'au final, chaque individu, il a ses spécificités en fonction de ses passe-temps. Ok. Genre quelqu'un qui fait de l'athlétisme, j'ai une collègue qui a fait le championnat de France d'athlétisme et notamment saut de haie. Bah, elle est hyper asymétrique au niveau des chaînes musculaires, mais il faut le prendre en compte dans l'ostéopathie par exemple, de se dire ah oui, mais c'est pas à cause de ça qu'elle a mal, parce qu'elle s'est construite comme ça pour juste faire son sport. Pour finaliser le thème, parce que du coup il y en a quelques thèmes encore derrière si vous avez encore un peu de temps. On va essayer de séquencer. Non, je rigole. Pour finaliser, non, j'aimerais bien juste que tu me dises, vas-y, demain, pourquoi je viendrais te voir. Genre, à qui en fait tu donnerais. Enfin, j'arrive pas à formuler ma phrase, pardon. Mais Qui, quand, pourquoi. Ouais, c'est ça. Devrait venir te voir. Globalement tout le monde, que ça soit ostéo ou kiné. Que ça soit ostéo kiné aussi pour faire un bilan, même si ça va bien, mais en guise de prévention. Et après aussi, on peut prendre des cas, mais si tu prends un PET, tu te fais un lumbago, douleur 8 sur 10, voilà. Ou même s'il y a des trucs où tu as des doutes, possible signe neuro et tout, ostéo et kiné, on est formé à reconnaître tout ça, à savoir si c'est vraiment pété ou quoi. Okay. Donc pour savoir si c'est juste gérer la douleur ou s'il faut faire une prise en charge médicale derrière aussi. Okay. Ou alors un truc un peu récurrent, un truc qui passe pas, tout ça quoi. Okay. Donc globalement la plupart des gens peuvent aller voir un ostéo, il n'y a pas de prérequis. Okay. J'ai vu un bébé de 15 jours donc... Ouais d'ailleurs j'aimerais bien... non, mais tant que t'en parles, j'aimerais bien qu'on en discute. Est-ce que tu trouves ça intéressant de, dès le plus jeune âge, envoyer son enfant chez l'ostéo? Parce que j'ai entendu pas mal de personnes me le conseiller justement. Genre limite dès la naissance en fait. Ouais, c'est un peu controversé, donc j'ai pas trop d'avis là-dessus. Il y a des personnes qui ont des avis controversés qui me l'ont dit. Donc, et puis j'ai pas assez de recul sur ma pratique pour savoir si on a un effet ou pas. Okay. Mais en tout cas... Il n'y a pas d'effet négatif. Mais je pense pas qu'on ait d'effet délétères en tout cas. C'est toi qui fais péter les gosses ou pas? Genre c'est un ostéo qui... Tu sais, t'as déjà vu les vidéos où c'est peut-être le pédiatre, non? Le pédiatre? Non, il y a un ostéo où il appuie sur le ventre et ça fait des réels. Moi je veux des réels comme ça me fume de rire. Mais pas que les enfants. Hein. Ah ouais, moi je viens, tu me fais péter là? Non. Non, mais peut-être Mireille, 80 ans. Ah bah nous, on se pétait. Tu t'es emballé. J'ai fait des autistes, pareil, ils pètent sur la table. J'ai une dame hier, elle a pété sur la table. Ça, des autistes, ils pètent sur la table. Comment ça? C'était des autistes très très tapés et tout. Ah ok, je pensais que c'était un mec genre en mode autiste. Non, je veux pas stigmatiser, c'est juste une patientèle particulière. Ok, bon t'as répondu à la question. On se fait un petit sujet discussion autour de la santé en powerlifting, tout ce qui est préhab, réhab, etc. Toi, en tant que CEO, qu'est-ce que tu conseillerais genre aujourd'hui un athlète de force athlétique pour qu'en fait il aille jamais chez toi? Genre qu'est-ce qu'il devrait mettre en place dans son entraînement, dans sa vie, etc. pour ne pas avoir besoin d'un kiné, d'un ostéo et être en bonne santé? Déjà, je pense d'être accompagné par un coach. J'ai vu qu'il a été accompagné par un ostéo. Déjà, venez nous voir. Non, être accompagné par un coach, justement, dans l'idée, comme on disait tout à l'heure, de progressivité. Okay. Et après, en termes de préhab, réhab, etc., vous avez sorti des super réels sur l'échauffement. Autant les écouter. Et après, bien manger, bien dormir, bouger dans la journée. Mais ça aussi, en fait, vous leur dites aussi, j'imagine. Donc, est-ce que tu préconises aux gens de se craquer, de se manipuler un peu eux-mêmes, tu vois? Moi, j'aime bien me craquer, etc. Mais est-ce que toi, t'as un avis fondé là-dessus? J'y vois pas d'inconvénient.
En fait, j'y vois pas de risque et nous, on a passé 5 ans à se faire craquer dans tous les sens. Putain, le dream en fait. Ouais, non, au bout d'un moment, ça chauffe. Hein. Ah ouais? Ouais. Mais après, se faire craquer tout seul, je vois pas d'inconvénient. Après, ça ressemble à une addiction au bout d'un moment si tu fais les cervicales tout le temps. Mais, Ouais, bah c'est un type. mais non, j'y vois pas de problème. Apparemment, c'est pas risque d'arthrose, etc. Donc, Ouais, c'est ça. Par rapport à ça, on est d'accord, c'est une bulle d'air qui se crée dans le liquide synovial et Ouais. qui éclate. c'est très sirupeux le liquide synovial, donc Ouais. c'est pour ça que ça crée facilement cet effet de ventouse. Quoi. Donc il n'y a pas de risque à se craquer comme on aurait pu l'entendre. Non, je pense pas. Je sais pas toi ce que t'en penses, du coup, vous manipulez aussi. Manipule, oui, mais j'en saurais pas plus que toi, franchement. Voilà. Ok. Donc faites-vous craquer. Dans les études de kiné, Non, bah. dans les études de kiné, tout ce qui va être thérapie manuelle, craquage, etc., c'est un truc que tu expérimentes beaucoup, alors tu es plus sur côté renfo, mouvement. Ça dépend de chacun, ça dépend des profs que tu as, de l'école dans laquelle tu es. Ouais, donc, Il y a tu vois, des ça écoles où encore- tu vas en avoir beaucoup, des écoles où tu vas en avoir moins. C'est On intéressant en ce que voit, tu on dis. voit la base. Après, si toi, derrière, tu sais que tu adores la thérapie manuelle et c'est ce que tu veux faire avec tes patients, Ouais. bah, tu te formes derrière. C'est aussi Ok. une option que tu as. C'est intéressant ce que tu dis parce que, encore une fois, tu parles de ce truc de. En fait, c'est un peu une vision personnelle. Genre, tu dis, ouais, les profs, Ah oui, oui. en fonction du prof, etc. Donc, en fait, il n'y a pas de science toute faite. Non. Genre, c'est vraiment, encore une fois, beaucoup d'empirisme, en fait, on va redire le mot, mais. Mais en ostéo, c'est un peu pareil, c'est en fonction des appétences que tu as pour les différentes techniques, que ça soit du structurel, faire craquer et tout. J'ai un prof, il ne traite que comme ça. Et après, j'ai des profs où c'est du tissulaire, ils vont me poser les mains, t'as l'impression qu'il fait rien. Et Tu voilà. en penses quoi de ça? Tout ce qui va être. Je sais pas, j'ai quand même eu des résultats avec ça aussi, donc Ouais. je saurais pas expliquer. Mais du coup, ça, c'est vraiment aussi les techniques que tu préfères faire et avec quoi tu es à l'aise et à quoi tu crois le plus. Genre, c'est quoi le truc le plus. Comment dire? Pas étrange, mais un peu surréaliste, non, ésotérique, je pense que c'est plus le terme, que t'aies fait ou que tu pratiques toi-même en tant que. On a eu un cours, vous pouvez vous accrocher à la table si vous voulez. C'est pareil, c'est sur du ressenti, du tissulaire, donc on pose les mains et on règle les tensions de cette manière-là. Et là, le prof, il voulait donc on avait les mains sur le torse et il disait qu'il fallait, avec l'appui, en gros, empiler assez les tissus pour arriver en appui sur le cœur pour faire tourner le péricarde, donc l'enveloppe du cœur, sur ses attaches. C'est possible anatomiquement parlant? Ouais, en ayant la main là. Et donc là, on s'est regardé, on a dit où est-ce qu'on est. Et puis après, invoquer le grand dieu du ciel. on n'a pas eu de trucs sur les énergies, les trucs comme ça. Ouais. Mais parce qu'ils savent qu'en fait, on va leur tomber dessus aussi. Ouais, ok. Et on a eu le cours d'après, c'était faire des vidanges des ventricules cérébraux, là où il y a du liquide céphalorachidien. Pareil, avec les mains sur la tête, apparemment, Mais ça, on c'est peut basé sur vidanger. rien, ça. C'est juste de l'empirisme, C'est des le- trucs de vieille Ils ont le ostéo. droit, de le mettre dans les cours. Parce qu'on doit savoir tout faire et être formé à tout type de pratique D'accord. aussi. Ok, parce que moi je pensais justement tout le contenu des cours que ce soit en kiné en ostéo, c'est basé sur une étude, tu vois. Non, pas tant. Ok, intéressant. Pas tant. Il y a des écoles qui sont plus dans les manipulations et tout ça. Et il y a d'autres écoles où c'est beaucoup plus dans le tissulaire aussi. Il y a des courants de pensée un peu différents selon les écoles, comme pour la kiné. Ok. Et on a eu ça comme type de cours pour l'instant, ouais. Je ne pense pas les réaliser un jour, ces techniques. Ah bon? Ah non. Alors là, si, des petits sujets. Le plan d'action de la blessure, on en a déjà parlé. Ok, on va parler pour finir ce podcast des pires erreurs qu'on peut faire en réhab. Donc, en tant qu'athlète qui sait pas ce réhab, qui est mal encadré, si vous, tiens, Rieux, qu'est-ce que tu dirais par rapport aux pires erreurs, toi? Qu'est-ce que tu vois le plus souvent? La pire, alors comment le classer? Tu peux ouais, ne pas classer, c'est un peu compliqué, mais mettre. Non, mais du coup, si je faisais la pire erreur, je pense c'est vouloir en faire trop. Trop, du coup, tu te perds et tu sais pas ce qui marche. Tu vois. Donc, vaut mieux commencer avec une petite dose, essayer un exo, 2 exos, avec pas beaucoup de séries, t'essayes et tu vois si ça marche. Et après, en fait, j'hésitais à du coup, qu'est-ce qui était la pire? C'est aussi adapter ton entraînement. En fait, je pense que si tu fais une réhab, mais sans adapter ton entraînement, ça n'a peut-être pas trop de sens, tu vois. Et je pense que du coup, tu aurais plus à gagner en termes de temps et de rentabilité à faire les deux en même temps, par contre. Tu vas quand même adapter l'entraînement. Alors, je dis pas
Comme je disais tout à l'heure, t'as pas 10 séries de squats par semaine, t'en fais 2, tu vois, Ouais. où tu passes de 3 expositions à 1. Mais juste, peut-être garder les mêmes formats, mais réduire un peu le volume, réduire un peu l'intensité. Jouer un petit peu sur ces paramètres-là sans tout changer. Et par contre, à côté, mettre une réhab en place. Tu vois. Et là, je pense que tu as quelque chose de cohérent. Mais les deux, pour moi, ils vont ensemble. Ouais. Tu vois, tu peux pas faire dire, vas-y, je mets tout sur ma réhab, rien sur le training. Alors, après, ça va dépendre peut-être aussi de d'où tu te situes. Donc, je sais pas comment tu as géré. Je pense que ça peut être intéressant avec Maïna, parce que je sais qu'il y avait des douleurs, tu vois, à l'approche du coup des Europes. Mais dans un cas où tu n'as peut-être pas trop le choix et que tu dois quand même maintenir un haut niveau de performance, des coups, tu peux peut-être te dire, en vrai, là, si on bouge trop l'entraînement, on risque de sous-performer. Mais clairement, ouais. Du coup, là, par contre, on va tout miser sur la réhab. Et peut-être que du coup, le curseur, il est différent. Qu'au lieu de dire au début, je dis, tu mets que 1 ou 2 exos, là, tu as vraiment besoin d'avoir un effet rapidement. Du coup, peut-être que tu vas peut-être en mettre 3-4, tu vois. Parce que tu es obligé d'avoir une réponse positive tout de suite. Alors qu'un mec où tu as beaucoup plus de temps, prends le temps d'adapter un peu l'entraînement, prends le temps de tester les trucs progressivement. Comme ça, tu prends tout de suite le temps de target le truc qui fonctionne, tu vois. Alors que quand t'as pas le temps, t'es pressé. Quand t'as pas le temps, tu cherches directement une solution. Faut que t'aies un truc. Truc, ouais. Voilà, t'es obligé que ça aille vite, donc peut-être que tu vas en mettre plus d'un coup. Et après, quand t'auras le temps, tu vas redescendre et chercher qu'est-ce qui fonctionne, tu vois. Réisoler le paramètre. Ouais, mais clairement, faire un exercice sur un pattern bien spécifique et le faire correctement, avec l'intention nécessaire, etc. Plutôt que faire 3 fois le même. En fait, c'est faire un doublon, quoi. Ouais. Mettre zéro intention et de s'y perdre. Je suis bien d'accord. Ça dépend du contexte, mais bon, je pense qu'il y a peu de personnes qui sont dans le cas de Maïna. Bon, il y a plein d'athlètes pro internationaux et qui du coup sont dans ce genre de cas, mais on va dire que tous ceux qui vont nous écouter sont sûrement pas concernés. Donc ceux en tout cas qui ont le temps, c'est adapter les deux et y aller progressivement. En fait, il y a toujours cet aspect progressivité. En fait, si avec une série bien faite, ça fonctionne, mec, te fais pas chier en faire 5. Ouais. Tu vois, tu t'économises 5 séries de temps. Et je trouve que, par exemple, pour ceux qui n'ont pas suivi, Maïna, elle avait des douleurs 2 semaines avant les Europes. Moi, je trouve qu'avec Maïna, la pire erreur, ça aurait été d'être trop protocolaire. De faire un plan pas assez Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, non, continue. Non, mais par exemple, faire un plan où c'est trop protocolaire et ne pas lui laisser un peu de liberté par rapport à la gestion de la charge, ça aurait été bête. Parce que tu peux la brider aussi, tu vois. Donc, moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai indiqué la voie. Après, au niveau des charges, elle s'est adaptée en fonction de ses douleurs. Par exemple, hier. Tu mettais un cap de douleur à pas franchir ou... Elle le sait, ça, le 3/10, tu vois. Mais généralement, c'était plus en mode. Si on arrive à faire de la série, on l'a fait, et si on sent que c'est trop difficile, on descend, quoi. Okay. Hier, par exemple, elle s'est refait mal au dos. On aurait pu paniquer, sur son top 7, elle a pas réussi à le soulever. On aurait pu paniquer et se dire, oh putain, ça revient. En fait, ses back-offs se sont passés sans douleur, tu vois. Mais qu'après, comme on le disait tout à l'heure, c'est son maillon faible dos. Plus lourd. Et tu sais que dès qu'elle va avoir à se répéter, ça va être toujours le même endroit. C'est ça, exactement. Alors que justement, on en parlait tout à l'heure, mais ça va une discussion de comptoir. Ouais, pardon. Non, je disais, par rapport à ça, c'est toujours son dos, alors qu'on sait que c'est le dos, alors qu'on renforce son dos, etc. Donc, mais tu sais que c'est toujours son maillot faible et que après, tu arrives dans un niveau de performance où tu es obligé de mettre quand même on fait pas du sport santé, là. Voilà, tu fais pas du sport santé, donc tu es obligé de mettre des charges, des volumes pour créer des adaptations. Si tu en fais moins, ok, il n'y aura pas d'inflammation, mais en fait, l'inflammation, c'est aussi ce qui crée l'adaptation, parce que l'inflammation, elle peut être au niveau d'une articulation, au niveau d'un tendon. C'est pour ça que le cap de douleur, il est quand même élevé. 3/10, c'est une bonne gêne. C'est quand même une bonne gêne, mais du coup, tu arrives dans un moment où, malheureusement, si tu veux performer, tu es obligé de mettre des charges d'entraînement et tu as cette contrepartie qui est forcément négative de tu vas avoir mal. Mais du coup, après, tu gères ton année pour pas avoir mal à l'année. C'est ça. En fait, mais tu es obligé d'arriver dans ces niveaux d'inflammation, quoi. L'objectif que j'avais derrière la programmation de Maïna, c'était non pas qu'elle arrive en Europe en un morceau, c'est qu'elle arrive aux Europes en un morceau et prête à performer. Ouais, c'est ça. Et c'est ça le plus dur à gérer, parce que forcément, sinon, quand tu as le temps, tu redescends les variables et voilà, quoi. Mais c'est là où le sport performance va être plus compliqué et que du coup les doses que tu vas mettre elles vont être différentes parce que tu as les objectifs. Tout à l'heure on parlait du modèle biopsychosocial. Là dans la situation de Maïna, il n'y a pas que le côté bio justement. Il est là en grande partie, mais il y a du coup l'aspect psycho parce que va y avoir les peurs, etc. Il y a l'aspect social et toujours plus. Non mais c'est moi le sujet du podcast. Non mais là en l'occurrence c'est intéressant parce que du coup toi t'étais soumis aux trois entre guillemets je sais pas c'est quoi des thèmes, des 3 facteurs quoi. 3 facteurs. Et du coup il y a pas mal de choses à gérer. Et puis tu vois, enfin bref, ça pourrait être un sujet de podcast par rapport à ça, mais du coup l'erreur qu'on voit le plus fréquemment c'est se perdre dans sa réhab
en faire trop ou pas assez justement. Il y a ce truc de faire l'exercice machinalement et attendre que en fait que ça évolue alors que Ouais, qu'il n'y ait pas non, l'intention derrière, quoi. l'exercice c'est comme un bench en fait. Si tu le fais machinalement bêtement sans augmenter la charge ou je ne sais quoi, tu vas stagner. Bah, pour la douleur c'est pareil en fait. Il faut aussi incrémenter l'exercice, évoluer sur l'exercice pour potentiellement créer de réelles adaptations. Quoi. Faut aussi savoir diminuer l'intensité de l'exercice si jamais c'est trop. Parce Ouais, que c'est tu vois, ça. par exemple, Surirriter je la sais zone. que dans le milieu de la force et tout, on se dit, ouais, cette personne, elle soulève super lourd à la salle, on peut bien la charger. Je sais pas si vous voyez la notion de chargeabilité, mais en fait, genre, ça n'a aucun rapport avec le sport parce que tu peux te retrouver avec quelqu'un qui est super fort, qui soulève très très lourd en force athlétique, et pour autant, sur des exercices de réhab par exemple, Sur un pattern spécifique, il est très faible. Donc c'est tu ça, peux pas, très ouais. très faible et tu peux pas du tout charger. Ouais. Et Ouais. du coup, tu vas directement aller trop au final. Ouais, ou alors par exemple, un truc qui arrive souvent, c'est le nerf sciatique. Le nerf sciatique qui est irrité, et il y a des personnes qui vont se dire bon bah je vais le faire bouger, full neurodynamique, full leg extension, en fait ça surirrite le nerf sciatique, et en fait au lieu de créer quelque chose de bien où en fait le nerf il a le temps de récupérer etc, en fait tu le sursollicites et tu crées un plus gros problème quoi. D'où le fait de pas faire aussi des exercices de réhab un peu Instagram en mode j'ai mal là, bon bah j'ai vu ça et je le fais. Justement, je voulais rebondir là-dessus, le fait d'en faire trop. Avec Insta, il y a énormément d'exercices. Les ostéos ou les physios, ils sont là. Tu as mal là, fais ça. Et il y en a Ouais. 15 000, il y a 12 000 C'est exercices. manichéen, en fait. Et tout le monde, enfin pas tout le monde, mais quelqu'un qui a mal, il va vouloir tout essayer et bourriner. Ou alors il va faire le reels, il va faire le petit mouvement de hanche, ah bah j'ai pas de résultat, alors qu'il aurait dû le faire pendant Alors 2 voilà. semaines, tu vois. Parce que, comme tu disais, en soi, une réhab, faut mettre de l'intention dedans Ouais. et faut y aller, mine de rien, Clairement. avec la bonne charge. Mais c'est les comme la bonnes rép. mobilité, le stretching, etc. Quand tu fais de la vraie mobilité ou du vrai stretching, tu te rappelles de ta séance. Ah, c'est Ah pas ouais. agréable. C'est ça, ouais. Tu transpires un peu, quoi. Ouais, c'est ça, clairement. Alors qu'il y a des gens qui ont cet aspect de sport, c'est ultra intense. Par contre, tout ce qui est réhab, échauffement, etc., bon, bah, c'est la partie plaisir. Genre, je bouge. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Carrément. Bon, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à rajouter, toi Non, c'était hyper intéressant. Ouais. Et c'était cool d'avoir vos avis aussi d'un peu de l'autre côté du prisme aussi. Pas que santé en fait, et plutôt performance aussi. Ouais. Parce Après, que c'est vrai que ça, c'est un sujet qui. Ouais, Enfin, je pense qu'on pourrait faire une trilogie sur le sujet Ouais, bah podcast ouais, parce ouais. qu'il y a plein de choses à dire. carrément. Mais ouais, c'était vachement intéressant. Et tu vois, genre, j'avais un avis sur les ostéos, même si, voilà, avec le recul, on sait très bien que c'est comme dans tout métier, il y a des gens compétents et d'autres qui ne le sont peut-être pas assez. Mais c'est intéressant et ça m'a donné envie de tester. Mais puis après, on est un peu pris pour des chamans aussi, dû à certaines J'ai voulu pratiques. être naturopathe avant d'être coach, hein, donc. Ah oui, bon, c'est bon, alors c'est bon. Faire des câlins des arbres. Ouais, c'est ça. Bah, justement, tu vois, le stéréotype. Donc, mais non, en soi, tout ce qui est locomoteur, bien mécanique, on sait faire aussi. Ok. Brieux, t'aurais peut-être quelque chose à ajouter? Non, je pense que c'était assez complet. Je pense qu'on a bien fait le tour. De toute façon, après, on avait déjà pas mal discuté, donc je ne vais Ouais. pas lui faire une redite non plus sur ça, mais je pense que c'était intéressant. Et puis, du coup, d'avoir un peu l'avis Ouais, de oui, Maïna sur la partie kiné. T'auras un petit truc à dire par rapport à la kiné? Soignez-vous et ne laissez pas les douleurs traîner. Voilà. C'est une parole de maturité, ça. C'est beau. Ce sera peut-être le titre de ce podcast. Soignez-vous. Soignez-vous. Non, je vais mettre un truc en mode oh my god, deux professionnels de santé plus une championne d'Europe viennent sur le podcast. Non, et ne jamais faire de podcast avec le petit Louis. Il était. Ah non, mais je me suis Et une donné 4 saucisse. fois. Ouais. Je pense que je vais laisser. faire pipi Je pense que je vais laisser les moments où je me lève. Tu sais hein. pas avoir les signes, là il a envie de faire pipi. Bon bah écoutez, si vous avez kiffé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, allez suivre toutes les personnes là qui sont sur le podcast, je vais vous les mettre en description. Et avec Brieux, on va revenir assez rapidement avec un sujet parce qu'encore une fois, ça a l'air de bien vous plaire nos petites discussions. Exactement. Donc voilà, encore une fois, donner de la force pour mettre en avant le podcast et ça fait plaisir quoi. Ouais, je pense que tout est dit. Ciao. Ciao la team.